Bonsoir à toutes et à tous. On est encore en train d'admettre quelques participants et participantes, mais je vous propose de démarrer ce webinaire puisque on va essayer de démarrer à l'heure et de finir à l'heure. Peut-être rappel règles du jeu, principe de fonctionnement Zoom. Vos micros, quand vous arrivez, sont tous coupés par défaut, ils sont désactivés. C'est pour éviter toute forme de bruit parasite qui pourrait arriver dans la rencontre, mais vous pourrez bien sûr les rétablir lors des temps d'échange et pour cela, vous avez la possibilité de désactiver le son. Vous pouvez partager vos réactions. Voilà, ma collègue Valentine vous dit un petit mot dans le chat. N'hésitez pas à vous servir du chat pour partager vos réactions, vos questions, vos observations tout au long de la rencontre. Et puis, vous avez une fonctionnalité qui est très intéressante dans Zoom qui nous permet aussi de savoir quand vous voulez lever la main virtuelle. C'est sur réaction, lever la main et ça permet de voir que vous souhaitez prendre la parole et intervenir. Donc, on vous invite aussi volontiers à utiliser cette fonctionnalité. Et enfin, la rencontre est enregistrée et l'enregistrement sera disponible dans les prochains jours sur le site du débat public, rubrique rencontre passée, ainsi que la présentation PowerPoint qui est diffusée et que vous allez voir ce soir. Un dernier mot pour me présenter, je suis Sophia Liamé, je suis accompagnée de mes collègues Valentine Coumer et Laurine Joanneau, pour animer ce webinaire, on est membre d'un groupement qui s'appelle WDPE et qui est chargé d'accompagner la commission du débat dans l'animation de ce webinaire. Et il y a de nombreux membres de la commission du débat, dont son président Étienne Balland pour la façade Méditerranée, qui sont connectés ce soir. Donc Étienne, je te laisse volontiers introduire et présenter un petit peu les objectifs du webinaire. Merci beaucoup, Sophia. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir. Nous sommes le 17 juillet. Le débat public s'est terminé le 26 juin dernier. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez sans doute participé ou suivi d'une manière ou d'une autre. Donc, merci beaucoup de participer à ce webinaire. Alors, son objectif, il est assez simple, c'est tout simplement de rendre compte. C'est un point extrêmement important dans toutes les questions de démocratie participative. C'est bien beau de participer et c'est extrêmement important, mais ensuite, eh bien, on essaye de savoir ce qui est fait de vos participations, de vos propositions, de vos contributions. C'est donc une obligation que la CNDP a vraiment à cœur de tenir. Alors, effectivement, en termes de droit à l'information, vous avez déjà peut-être eu l'occasion de lire ou de parcourir le compte-rendu du débat et le bilan du débat, qui sont deux documents qui sont déjà en ligne depuis le 26 septembre. Le point important, c'est que ce séminaire de ce soir doit vous permettre aussi de bien voir le plus clairement possible à travers ces différents documents pour ensuite voir eh bien, ce que l'État, en tant que maître d'ouvrage et responsable du document stratégique de façade, fera des propositions, des contributions que vous avez pu faire. Un point important, c'est que dans le dossier qui nous occupe, c'est-à-dire le dossier de document stratégique de façade, excusez-moi, eh bien, une instance de concertation avec les parties prenantes existe. Elle est définie par la loi et elle est installée dans les 4 façades françaises. C'est ce qu'on appelle le Conseil maritime de façade. Et ce Conseil maritime de façade va se réunir le 22 juillet. Il était important, à mon avis, de bien préciser ce point. Ce soir, nous avons, et c'est normal, la restitution à l'ensemble du public et à tous ceux qui ont participé, parce que c'est un droit individuel lié à chaque personne de participer et d'avoir ensuite un compte-rendu de cette participation. Mais nous allons essayer aussi de traduire auprès du CMF et des membres du CMF en Méditerranée l'ensemble des enseignements de ce débat, de façon à ce que cette instance qui co-construit la politique publique soit le plus informée possible. Mais d'ailleurs, pendant tout le débat public, une grande partie des membres du CMF ont participé au moment d'échange du débat. Et d'ailleurs, une réunion également avec les membres du CMF s'est tenue en avril, un petit peu avant la clôture du débat. Dernier point de précision important, du coup, vous l'aurez compris, c'est pas ce soir que vous aurez les réponses de l'État ou de RTE, donc Réseau de transport d'électricité, puisque bien aujourd'hui, depuis le 26 juin, ils travaillent, ils sont attelés à donner des réponses à toutes les questions qui ont été posées, et notamment aux recommandations qui ont été faites aussi par la commission du débat public. Cette réponse, donc, c'est pas ce soir, elle interviendra en revanche le 26 septembre. Ce qui nous paraît très, enfin, en tout cas, le 26 septembre, au plus tard, puisqu'ils ont 3 mois pour répondre à partir du 26 juin. Ce qui nous semble important ce soir, c'est que à la fin de la réunion, et vous aurez des temps d'échange et bien entendu de proposer toutes les questions que vous voudrez, et que surtout vous soyez à la fin de ce webinaire bien conscient et que vous ayez tous les éléments pour pouvoir ensuite prendre connaissance de cette réponse de l'État qui aura lieu le 26 septembre. Et nous aurons à nouveau
des temps d'échange et avec vous pour savoir et pour suivre ce que l'État aura fait des propositions et des contributions du public dans le cadre du débat public. Voilà, Sophia, l'essentiel, à mon avis, des enjeux de cette réunion. Merci beaucoup, Étienne. Quelques mots à présent du déroulé. Donc, après une courte séquence introductive, on va vous proposer trois séquences. La première sera vraiment dédiée au retour sur les dispositifs déployés. Vous avez sans doute peut-être eu l'occasion de participer à certains d'entre eux, mais la commission va présenter un petit peu les dispositifs qui ont été déployés. Il y a énormément de choses qui ont été mises en place sur la façade. Et puis, on prendra un petit temps de partage de vos réactions, de vos observations, de vos questions éventuelles. N'hésitez pas aussi à faire un petit retour d'expérience si vous avez participé à certains dispositifs. La deuxième séquence, ce sera, j'allais dire, le cœur du sujet, puisque Étienne présentera les enseignements du débat pour la façade Méditerranée. Et puis, pareil, on aura une séquence de temps d'échange avec vous pour que vous puissiez partager vos réactions, questions, observations. Et puis, enfin, il y aura une dernière séquence sur les demandes de précision adressées par la CPDP au service de l'État par rapport évidemment aux arguments et aux paroles des publics et aux recommandations de la CPDP pour la suite. Et un dernier temps d'échange à ce sujet. Avant de conclure, on espère autour de 19h45, maximum 20h, et on va essayer d'être garant collectivement de ce temps. Quelques petits mots à présent des règles du jeu. Vous avez peut-être participé déjà à certains webinaires. En tout cas, je sais que pour certains et certaines, c'était le cas. Un principe qui a été bien respecté au cours du débat et on vous en remercie, un principe d'écoute, de bienveillance et de courtoisie dans les échanges à l'égard des intervenants et intervenantes, de l'équipe d'animation, évidemment des participants et participantes, y compris dans le chat. Un principe aussi de respect de temps de parole et d'équilibre. On a trois séquences avec trois temps d'échange. On va vous proposer d'intervenir sur les différents temps et puis peut-être de veiller à un équilibre dans la prise de parole à la fois entre les hommes et les femmes, mais aussi peut-être priorité à des personnes qui ne se seraient pas encore exprimées voilà, dans les prises de parole. Et puis on vous invitera à être concis pour pouvoir avoir le maximum de prises de parole possible. Bien évidemment, Étienne l'a dit, vous êtes invité à partager vos réactions, vos observations en question, mais on rappelle que les réponses de l'État interviendront en septembre. Donc ce soir, on voudrait plutôt vous entendre sur ce que vous retenez de la présentation qui est faite, voilà, sur ces sujets-là. Et puis enfin, un principe de transparence. La réunion est enregistrée, je l'ai déjà dit, le PowerPoint, donc la présentation projetée sera mise en ligne sur le site du débat, tout comme l'enregistrement vidéo. Étienne, un petit mot peut-être pour présenter un peu la structure finalement de ce compte-rendu et les documents qui sont partagés, qui vous ont été partagés dans le chat. Oui, simplement, c'est vrai que c'est pas toujours très évident de saisir que la loi nous demande de faire deux documents. Un compte-rendu du débat qui est vraiment le travail qui a été fait par la commission particulière du débat public à partir de l'ensemble des expressions du public pendant les 5 mois et demi de débat. Donc c'est un document assez épais. Et comme vous le savez, le débat s'est déroulé simultanément sur 4 façades. Euh, donc maritime, les trois côtés Atlantique, Manche et mer du Nord, et puis la façade Méditerranée. Donc vous trouverez dans ce compte-rendu une petite globale synthétique et commune à toutes les façades, puis pour chacune des façades, un chapitre assez épais, hein, puisque je pense que pour la Méditerranée, on est quand même un peu plus d'une quarantaine de pages, et c'est le cas pour à peu près toutes les façades. Et puis nous avons ensuite un bilan. Le bilan, c'est le président ou la présidente de la Commission nationale du débat public qui tire les enseignements de façon un peu plus synthétique. C'est un document beaucoup plus court et forcément beaucoup plus transversal sur les éléments que la CNDP retient comme devant être mis en avant sur ce débat public. Donc, vous avez les deux documents. C'est important de saisir qu'ils n'ont pas tout à fait la même vocation. Ils sont un petit peu différents dans leur format. Dans le compte rendu, vous allez trouver vraiment le détail des choses. Alors, je profite de cette diapo juste pour excuser mes collègues justement des autres façades et notamment ce qu'on a appelé le transversal, c'est-à-dire Florent Augagneur, Caroline Vercoff, Francis Bossier, qui ne pouvaient pas être là ce soir, et puis Hilaria Casilio, qui est vice-présidente de la CNDP, mais qui fait office de présidente de la CNDP pour ce débat, puisque le président est déporté de ce dossier, et donc ils ne pourront pas participer à nos échanges, mais évidemment, je tiens à les excuser, ainsi que Margarita Nounaï, membre de la commission particulière du débat public en Méditerranée, qui n'est également pas là. Tous les autres membres de la commission particulière Méditerranée sont là et interviendront au cours de la réunion.
Merci Étienne. Peut-être avant de rentrer dans la séquence 1, une petite question, enfin 2 petites questions même pour savoir un peu à quel titre vous participez au webinaire de ce soir. Et puis deuxième question, est-ce que vous avez participé à une modalité du débat sur la façade Méditerranée et si oui, laquelle? Et du coup, je vais proposer à ma collègue Laurine, merci Laurine, de lancer un petit peu le petit sondage. Vous avez des questions qui apparaissent à l'écran, n'hésitez pas à y répondre. Et puis, on attend un peu que vous ayez voté pour pouvoir partager un petit peu les enseignements. J'espère que ça s'affiche bien chez vous. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi nous mettre un petit mot dans le chat si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'enjeu, c'est juste pour faire un petit peu connaissance. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir répondre. Et puis, on pourra partager les résultats. Merci pour ceux et celles qui mettent un petit mot dans le chat. Et encore quelques instants. Et puis, Laurine, je vais te proposer de partager les résultats, si ça te va. Super, merci beaucoup. Alors, vous avez majoritairement, c'est super, parce que visiblement, certains et certains d'entre vous ont participé aux différents dispositifs, donc plutôt rencontres publiques, mais c'est assez équilibré, beaucoup au webinaire aussi. On vous remercie d'être là ce soir. C'est un dispositif qui a effectivement bien fonctionné également. Donc, rencontres publiques, rencontres d'acteurs. La nuance n'est pas toujours facile, mais ce sera expliqué un petit peu plus tard. Débat mobile, c'est les débats dans l'espace public, mais certains d'entre vous ont aussi participé aux fresques de la mer en débat, aux ateliers carto, aux ateliers qui ont été faits avec des publics un petit peu plus éloignés et aux visites aussi qui ont été faites et qui vous seront partagées tout à l'heure par la commission. Et puis enfin, vous êtes là, comme nous tous et nous toutes, probablement en tant que citoyens, citoyennes intéressés par ces questions-là. Certains sont membres d'une association ou représentent une institution, et puis il y a quelques chercheurs et chercheuses et quelques élus. Il y a une belle représentation aussi dans les participants et participantes, donc merci à tous. Je vous propose maintenant qu'on rentre dans la première séquence qui est finalement le retour sur les dispositifs qui ont été déployés tout au long du débat. Et on va entendre pour ça 2 membres de la CPDP, d'abord Michel Guéraud, puis Thomas Changeux, qui vont vous présenter cette séquence. Michel. Oui, bonsoir. Donc, pour aborder les enjeux concernant la façade méditerranéenne avec ses 2000 km de côte, le débat public s'est déployé de novembre en avril lors de 110 événements. Le débat s'est déroulé en 6 escales, 2 en Corse, 2 en Provence-Alpes-Côte d'Azur et 2 en Occitanie. Le public a été partout au rendez-vous, au-delà des cercles initiés, et en nombre avec 5000 personnes, auxquelles il faut rajouter les contributions en ligne. Un soin particulier a été accordé au public jeune et éloigné de la participation, notamment grâce à des partenariats avec des établissements scolaires, universitaires, ainsi que des associations de médiation scientifique et d'éducation à l'environnement. On peut citer notamment les liens noués avec les étudiants des masters de 3 universités, celles de Corté, de Montpellier et de Menton, ou encore le partenariat avec les CPIE, les Centres permanents d'initiative pour l'environnement. La slide suivante. Oui, est-ce que c'est possible? Merci. Donc voilà, de Perpignan à Nice, en passant par Montpellier et Marseille, donc sans oublier Ajaccio et Bastia. Et les escales ont permis, dans et autour de ces 6 grandes villes, de déployer de nombreuses variétés de modalités pour débattre. Aux côtés de grandes réunions publiques sous la forme d'un atelier multithématique, a eu lieu des visites de sites, celle par exemple au port de commerce de Port-la-Nouvelle ou celle sur le site de recherche de Stella Mare à Bastia. Des ciné-débats, des ateliers de travail thématiques, des sorties de débats en mer sur le golfe d'Ajaccio, sur le golfe de Saint-Florent, au large de Fos-sur-Mer, sur le site des premières éoliennes flottantes en Méditerranée. Et puis on peut mentionner aussi 3 webinaires ouverts à toutes et à tous, ont également été spécifiquement organisés en Méditerranée en complément des webinaires nationaux du mardi, 2 abordant le sujet de l'éolien en mer et 1 questionnant la navigation et la surveillance. Slide suivant, s'il vous plaît.
Donc voilà, au-delà des 6 grandes villes déjà mentionnées, le débat s'est déployé très largement sur l'ensemble du territoire. Citons là aussi à titre d'exemple quelques lieux: Frontignan, Sète, Agde, Port-la-Nouvelle, Bonifacio, Menton, le Lavandou, Cannes, Monaco. Enfin, quelques exemples encore pour illustrer la richesse des initiatives ayant permis de rédiger le compte-rendu: des débats mobiles sur les quais de débarquement des Criées, à Sète, au Gros d'Agde, à Port-la-Nouvelle, ainsi que sur les marchés et dans les centres-villes de Marseille, d'Île-Rousse, de Nice, d'Ajaccio, de Cannes, j'en oublie probablement, des bars des sciences à Marseille et à Nice, une vingtaine d'ateliers de la fresque en débat. Euh, donc là, c'était une initiative conçue par la chaire maritime de Nantes. Et puis, toujours parmi quelques modalités, le Science Tour des lycées en Occitanie avec l'association d'éducation populaire Les Petits Débrouillards. Et pour conclure ce panorama rapide et vraiment partiel, la journée La mer en 3D, le 16 mars, qui a réuni un panel citoyen de 80 personnes à Marseille, qui provenaient de toute la façade méditerranéenne, Corse comprise, parmi lesquelles 20 personnes tirées au sort se sont rendues le 6 avril à Paris pour poursuivre le débat. Et je passe la parole à Thomas Changeux. Et donc, à l'occasion de toutes ces modalités du débat, c'est-à-dire toutes ces réunions, toutes ces prises de parole, finalement, le public s'est exprimé et chaque expression a pu donner lieu à une prise en compte sous forme écrite, hein, la plupart du temps. Et c'était donc réalisé sous forme de synthèse à chaque événement, ou bien sous forme de verbatim, c'est-à-dire de textes intégralement recopiés. Et donc, tous ces arguments, toutes ces discussions, tous ces débats, tous ces termes du débat ont été traités selon une méthodologie mise en place avec l'Université Paris-Sorbonne pour établir donc différents arguments qui ont été rassemblés dans un tableau dit des arguments, qui est disponible hein, d'ailleurs également en ligne, qui compte actuellement, j'ai été le voir, plus de 4100 arguments différents classés sous forme de catégories, sous forme de thématiques. Et c'est à partir de tous ces arguments qui ont été donc recueillis de manière, je dirais, scientifique, qu'on pu après s'établir donc les termes du compte-rendu et les questions et les recommandations. Je vais peut-être maintenant passer la parole à Étienne. Merci à Dominique. Merci Ah, Thomas pardon. pour cette présentation. Merci à tous les deux pour ce panorama, vous l'avez vu, de tout ce qui a été déployé sur la façade Méditerranée. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu énormément de questions, réactions à ce stade dans le chat, hormis pour partager peut-être un peu d'où vous venez et à quel titre vous participez ce soir. Dominique, je te laisse volontiers la parole, et Laurine, on peut passer à la diapo-échange. Oui, il n'y a pas, Ouais. il y a pas de questions. Enfin, je ne vois pas de questions, en fait, en dehors, comme tu dis, de se positionner par rapport aux événements auxquels les gens ont participé. Je ne vois pas de questions. Parfait. Bah, écoutez, si certains et certaines d'entre vous ont quelques questions, observations vraiment sur les dispositifs, avant qu'on rentre dans les enseignements, je peux vous laisser une minute ou deux pour lever la main par rapport à... Allez-y, Monsieur Oulance. N'hésitez pas aussi pour certains et certaines d'entre vous à partager peut-être un petit retour d'expérience. On peut prendre 5 minutes avant de rentrer dans la séquence qui vous intéresse sans doute fortement, qui est celle des enseignements. Allez-y, Monsieur Oulance. Oui, merci, bonsoir. Mais justement, c'est un petit retour d'expérience que je voudrais évoquer ce soir. Je reprends un petit peu le cadre démocratique de la CNDP que doit avoir donc vis-à-vis du public. Et il s'est passé quelque chose à Paris que je n'ai pas revu malheureusement dans les propositions à partir de la page 173. Où j'avais précisé, effectivement, j'avais interrogé les scientifiques lors de cette journée qui étaient présents là-bas sur la méconnaissance donc de la pollution sonore sous-marine. Ils étaient tout à fait d'accord là-dessus. Ce que moi j'ai réexpliqué le soir quand on était au niveau du forum, au niveau des votes, table par table. J'avais donc fait la demande de suspendre momentanément
les projets d'éolien sans expérience, sans retour sérieusement de scientifiques sérieux. Et ça n'a pas été repris, ça n'a pas été mis quand il y a eu les votes. Et une de vos collègues m'a dit, mais je m'engage à le mettre dans la demande donc du compte-rendu qu'on a aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu Merci. et J'ai- malheureusement ça fait défaut. Et là, je me pose des questions, c'est pas normal. C'est bien reçu. On va proposer à l'équipe du débat de vous répondre. Je vais peut-être reprendre les réactions de Muriel et Gilles, et puis après, on va passer la parole à l'équipe du débat pour vous répondre. Merci. Allez-y, Gilles, et puis Muriel. Alors, effectivement, enfin, ben, moi, c'est un peu dans le même domaine. Alors, on a eu beaucoup d'échanges avec le préfet maritime pour la pratique motonautique, que ce soit en loisir, plaisance ou compétition. On a évoqué beaucoup d'arguments et systématiquement, ces arguments ne sont pas pris en compte. On n'a aucune réponse et on s'oriente vers une interdiction pure et dure de tout ce qui est pratique motonautique, qui est en contradiction complète avec la loi française qui donne libre accès au littoral. Et on a des grosses interrogations sur ces traitements euh, particuliers. Et je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de ce webinaire ou pas, mais On va vous apporter une réponse. En tout cas, je vois que vous rentrez déjà dans la partie un peu enseignement, mais on va y revenir. Mais en tout cas, c'est bien noté sur les activités. Peut-être une dernière réaction. Merci beaucoup, Gilles, de merci. Muriel. Et puis, on va vous apporter des éléments de réponse. Muriel, je ne sais pas si vous avez levé la main, mais je ne sais pas si vous avez la possibilité d'activer votre micro, parce que là, on ne vous entend pas. C'est tout en bas de votre écran, à gauche. Muriel, je vous laisse réagir peut-être dans le chat parce qu'en l'état, on ne vous entend pas. Je vais peut-être laisser l'équipe du débat réagir à ce qui vient d'être dit. Je me tourne volontiers vers Étienne, mais peut-être pour préciser néanmoins une chose, il y a effectivement beaucoup d'éléments qui ont été repris dans les synthèses des différents dispositifs et qui figurent donc dans le document du compte-rendu. Et voilà, il y a il y a différentes parties dans ce document et notamment la partie enseignement, recueil de tous les arguments recueillis qui figurent plutôt dans le volet des enseignements un peu généraux et pas tout nécessairement dans la partie recommandation. Mais Étienne, je te laisse volontiers compléter. Oui, alors donc sur les deux questions qui ont été posées, si on commence par la question acoustique, c'est bien clairement, en tout cas, un constat qu'on a pu faire et qui est bien écrit dans le compte-rendu, dans la partie du texte du compte-rendu, qui est notamment pour la Méditerranée, que ce sujet a émergé de façon beaucoup plus forte dans ce débat public que dans le débat public d'il y a 2 ans sur les 2 premiers parcs éoliens. Donc là, Monsieur Oulance, effectivement, dont acte cette question-là. D'ailleurs, alors vous verrez que c'est formulé de mémoire sous l'angle des 2 principales réserves à l'éolien pour les personnes qui estiment qu'il ne devrait pas y avoir d'éolien, en tout cas on ne peut pas planifier l'éolien tant qu'on n'a pas de retour complet et scientifique sur la question de l'avifaune, donc des oiseaux, notamment migrateurs, et sur la question des effets du bruit sur les mammifères marins. Donc ces deux choses-là sont bien développées dans le texte du compte-rendu. Comme le dit Sophia, ils n'ont pas forcément fait l'objet ensuite d'une demande de réponse précise. Ça, c'est vrai, mais parce que vous l'avez entendu, il y a 4100 arguments à peu près qui pourraient l'être. Et donc, on a privilégié effectivement des propositions souvent un peu plus transversale ou englobante et pas forcément aussi précise. Ça dépend un peu des situations. Oui, si vous le Je permettez, crois que Dominique a un point à ajouter sur ça, j'imagine. Oui, c'est dans le chat, Monsieur Monnier précise qu'il y a des dizaines de rapports scientifiques sérieux sur les effets environnementaux de l'éolien en mer, dont l'acoustique. Les qualifier de non sérieux est insultant pour la communauté des scientifiques en question. Alors, sur ce point très précisément, donc il y a bien, pour la Méditerranée en tout cas, un document, une étude qui a été effectivement versée au débat, pilotée par Monsieur Gervaise, qui a été effectivement donc mise en ligne et qui est disponible toujours sur le site du débat public. À notre connaissance, c'est l'étude, je parle bien sur les questions acoustiques, qui est aujourd'hui disponible pour le public et que vous pouvez consulter, dont vous pourrez juger si elle est sérieuse ou non.
Monsieur Oulance a néanmoins le droit d'estimer qu'elle est insuffisante ou qu'elle n'est peut-être pas complète. Ça, je laisserai éventuellement le dire s'il le souhaite. Il n'y a pas que moi qui estime que cette étude apparemment n'est pas complète. Merci, Monsieur Oulance. Peut-être, je vous propose aussi qu'on puisse présenter les enseignements un peu de manière détaillée, puisque, encore une fois, l'ensemble des arguments est bien versé au compte-rendu. Tout ne se retrouve pas dans la partie recommandations et demande de précision, mais vraiment, il y a un travail très exhaustif qui a été fait par la commission du débat, de partager tous les arguments recueillis, les observations, les questions, dans la partie plutôt synthétique des grands enseignements, et c'est justement la partie d'après. Et j'imagine que pour la réaction de Gilles aussi sur les activités, c'est un peu la même chose, Étienne, c'est-à-dire que ça figure dans les arguments que vous avez entendus, mais pas Alors, nécessairement dans la partie recommandation. Alors là, je propose effectivement sur les questions motonautiques notamment, on en parlera un petit peu après, mais alors c'est tout à fait, par rapport à ce que disait monsieur, c'est tout à fait dans le champ du débat et ça a été effectivement discuté de façon assez importante. En revanche, la question de savoir ce que l'État va faire donc en termes de réglementation à l'avenir sur les activités motonautiques. Et cette question de la liberté en mer, eh ben, ce sont vraiment des sujets qu'on a évoqués. Donc nous allons nous contenter de faire état des arguments qui ont été échangés, mais l'État, avec un grand E cette fois-ci, donnera ses réponses au mois de septembre sur ces sujets. Merci Étienne. Je vous propose, puisque vous avez fait part déjà de questionnements un peu sur les enseignements, qu'on passe justement à cette séquence de présentation des différents enseignements. Et Étienne, je te laisse volontiers poursuivre. Merci beaucoup. Merci Sophia. Donc, je vais essayer de vous résumer un débat de 5 mois avec des milliers et des milliers de contributions, plus d'une centaine d'événements en Méditerranée. C'est forcément un peu difficile et on voit bien, et j'entends tout à fait, hein, que un certain nombre d'arguments peuvent ne pas être retrouvés à la hauteur où vous l'espéreriez. Et c'est tout à fait normal. C'est l'imperfection de ce travail d'essayer de synthétiser en une quarantaine de pages l'ensemble des arguments. Donc, je vais faire cet exercice à peu près une vingtaine de minutes. J'espère être le plus clair possible et bien entendu, on pourra ensuite répondre à toutes vos questions. D'abord, le point qu'on voulait soulever, c'est la façon dont ce compte-rendu a été structuré. Ça peut paraître anodin, mais un plan, ça dit aussi des choses. Alors, la première chose, véritablement, qu'on a souhaité dire à l'écoute de tout ce que le public a dit, c'est que le public a, semble-t-il, une conscience qu'il est temps d'agir et il est temps d'agir fortement. Temps d'agir fortement au vu d'évolutions assez récentes en Méditerranée particulièrement, d'une augmentation de la pression. On a souvent mentionné les effets du Covid, l'augmentation très forte et soudaine des activités de plaisance, par exemple, ou un certain nombre d'autres choses, qui semblent mettre la Méditerranée sous une pression particulièrement forte. Et ces choix, du coup, le public attend que ces choix, qui vont être faits par l'État ou par la collectivité, soient à la hauteur de cet enjeu et de cette évolution rapide et de cette pression. Deuxième élément, et ça c'est très important, eh bien, cette question appelle des décisions collectives, justement par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la question de la liberté ou de la liberté individuelle. On a entendu dans le débat public beaucoup de demandes, au contraire, de régulation, de choix collectifs assumés par tous et qui, effectivement, s'imposent ensuite à chacun. Donc cette question finalement de choix à faire pour la mer, qui sont bien l'affaire de tous, mais qui doivent ensuite être suivis des faits. Ensuite, vis-à-vis des politiques publiques qui existent déjà, puisque finalement, une planification maritime, bah, c'est pas, on réinvente pas tout. Il y a déjà des choses qui sont en cours. L'État, les collectivités, les acteurs publics dans leur ensemble et les acteurs privés font déjà des choses. Bien, on a pu constater, et on l'a inscrit dans le plan, que certains efforts sont déjà là, notamment dans le champ de la pêche ou dans le champ de la gestion du trait de côte. Et que, globalement, les choses vont plutôt dans un sens intéressant d'après le public et qu'il faut les poursuivre. En revanche, sur d'autres sujets, le public a plutôt exprimé des souhaits de rupture ou en tout cas de réorientation, on pourrait appeler ça des bifurcations, en tout cas des ambitions très fortes, sur le lien terre-mer, sur le tourisme, sur les questions d'énergie, sur la protection de la biodiversité et enfin en matière internationale. Donc, tous ces sujets-là font l'objet dans le compte-rendu d'ambitions assez fortes et parfois un peu éloignées peut-être de la continuation simple des politiques déjà en œuvre. Ensuite, un focus a été fait dans le compte-rendu sur le golfe du Lion. Pourquoi?
parce que ce golfe du Lion est effectivement un endroit qui concentre déjà beaucoup d'activités et sur lequel l'État prévoit une nouvelle activité, à savoir l'éolien. Donc ça nous a semblé intéressant, au vu des échanges qu'il y a eu dans le débat public, de faire un focus sur le défi ou quel avenir pour le golfe du Lion. Enfin, dès le début de ce débat, et pendant tout le débat et jusqu'à la fin, véritablement de façon presque systématique, la question de l'application et de la surveillance, l'application des règles, pardon, et de la surveillance a été posée. On sent en Méditerranée que les enjeux, la pression, le nombre d'acteurs qui sont en mer, qui vont en mer ou qui agissent sur la mer, y compris depuis la terre, est extrêmement important et que les moyens en face pour surveiller peuvent paraître à certains moments donnés pas suffisants, ou alors les connaissances scientifiques parfois pas suffisantes, et ainsi de suite. Donc cette question-là de comment on surveille et avec quels moyens, et l'implication du public aussi dans la surveillance a été posée de façon presque systématique, et c'est pourquoi nous avons souhaité en faire une partie complète dans le compte-rendu. Voici la structure simplement du compte-rendu. Et maintenant, si vous me permettez, je vais rentrer dans le vif du sujet, savoir quels enseignements on peut tirer. Alors, je l'ai déjà un petit peu dit, mais c'est parce que ça a dominé vraiment le débat public, cette question de la pression. La question de la pression, elle est un peu plus forte d'ailleurs en Méditerranée que sur les autres façades. Alors, c'était déjà le cas dans un sondage qu'on a réalisé avec l'Ipsos en début de débat, juste avant que vous retrouverez en ligne sur le site du débat public, mais ça a été vraiment confirmé et amplifié pendant le débat public. Un certain nombre, et presque tout le monde, alors vous savez qu'on ne compte pas, nous, on ne va pas faire un sondage, on ne va pas dire un pourcentage, etc. Parce que finalement, les gens dans le débat public, ils viennent s'ils ont envie de venir. Il ne s'agit pas d'un vote ou d'un référendum, mais il s'agit bien d'une expression libre. Bien, dans les expressions qui nous sont parvenues, qui ont été dites dans le débat public, il y a véritablement le sentiment qu'on arrive à une limite, que la Méditerranée est à un tournant, et qu'en réalité, si on continue comme avant, ce qu'on appelle en anglais le business as usual, hein, continuer les affaires comme on le fait d'habitude, eh bien, on va dans le mur. Et que ce mur, on peut l'éviter à condition de relâcher fortement la pression, c'est-à-dire à condition de changer un certain nombre de comportements de différentes façons. Par l'incitation, il y a beaucoup d'acteurs déjà d'ailleurs qui travaillent dans l'incitation, l'accompagnement au changement de comportement. Dans la régulation, par exemple, pour l'exemple des quotas de fréquentation des sites fragiles, qui aujourd'hui, j'ai envie presque de dire, en début de débat, était une question posée. Un certain nombre d'acteurs pouvaient s'y opposer. À la fin du débat, à peu près tous les acteurs sont favorables, ou en tout cas s'expriment dans une logique de limitation de fréquentation des sites fragiles, notamment littoraux. C'est extrêmement intéressant d'avoir vu cette évolution dans le débat. Et puis aussi de demandes d'interdiction ou de contraintes fortes, y compris de la part d'usagers de la mer, de pêcheurs de tourisme, de plaisanciers, de touristes, qui, dans le débat, peuvent dire, alors pas tous, hein, bien entendu, mais un grand nombre d'entre eux disent, oui, on veut appliquer des règles plus strictes, plus claires, on veut les connaître mieux et être en capacité de les appliquer. Jusqu'aux pêcheurs qui demandent des moyens pour la surveillance des pêcheurs eux-mêmes. Donc, on a vraiment quelque chose de très clair. Alors, ça, c'est un point important qui questionne au minimum deux choses. D'abord, la consommation qu'on fait de la mer. Est-ce qu'il est temps, aussi dans ce domaine-là, d'aller vers un modèle plus sobre, ou de sobriété, c'est un mot peut-être à la mode, mais c'est le mot qui a été employé dans le débat public. Et le deuxième sujet, est-ce qu'il est temps aussi de questionner ce principe de liberté en mer? C'est-à-dire que finalement, ce principe de liberté en mer, il est peut-être plus tenable, ou en tout cas plus généralisable, comme il l'a été jusqu'ici. Et c'est une question qui a été posée très fortement dans le débat. Peut-être qu'il est temps, effectivement, de considérer que la mer n'est pas, de façon automatique, naturelle et évidente, un espace de liberté, et qu'au contraire, il doit y avoir des règles beaucoup plus strictes sur les usages de la mer. Alors ensuite, si on regarde les champs, et alors, forcément, ce ne sera pas complet dans ce que je vais vous dire, mais j'espère au moins couvrir l'essentiel des points saillants de ce débat public. Premier élément, c'est que la biodiversité est sortie comme la priorité partagée, avec l'État qui souhaitait être aidé par le débat sur la localisation de zones de protection forte. Eh bien, j'ai envie de dire, au-delà des attentes de l'État, ce qui est sorti du débat public, c'est une ambition pour des zones de protection forte, plus nombreuses, plus importantes, plus efficaces et côtières. Côtières, c'est-à-dire que le public, globalement, a demandé à ce que la protection soit réalisée en priorité là où les pressions sont les plus fortes, dans la bande côtière. Et néanmoins,
que ces zones de protection forte soient systématiquement co-construites, en partant de l'existant, en partant des aires marines protégées qui existent, en les épaississant, en les élargissant, en les raccrochant à la terre. Ça, c'est un point extrêmement important et que ce soit fait avec et par l'ensemble des acteurs usagers de la mer sur ces zones protégées côtières. Ça peut être des nouvelles aires marines protégées, les existantes. Il y a des projets d'ailleurs actuels à Nice ou sur la Côte d'Azur. Et donc ça a été très fortement encouragé. Cela dit, il y a en complément de ces zones côtières un souhait assez fortement exprimé de compléter par des zones de protection forte au large, avec notamment les canyons du plateau du golfe du Lion, qui sont véritablement perçus comme des zones essentielles et très rapidement protégées, notamment une partie d'entre eux d'ailleurs faisant partie de la zone contestée entre la France et l'Espagne. En quelque sorte, sur ces zones de protection forte, la demande du public, c'est d'aller au-delà, c'est-à-dire de ne pas finalement regarder comment on va atteindre les 5% en 2027. On sait déjà que ça va être très difficile de les atteindre. Si on veut co-construire l'ensemble des zones de protection, si on veut faire du côtier, et le côtier, c'est forcément pas des très très grandes surfaces, en tout cas, ça ne va pas aller très vite à 5%, eh bien, il faut peut-être se donner une ambition plus importante, mais la porter plutôt à 2030 et au-delà. 2030, c'est d'ailleurs le terme du document stratégique de façade, et donc c'est le terme naturel pour la politique publique maritime. Et donc, on a véritablement là un public qui souhaite aller plus loin, plus fort, à prendre un petit peu plus de temps sur les questions de protection forte. Enfin, sur les protections fortes, une demande de clarification, c'est-à-dire qu'en réalité, les aires marines protégées soient reconsidérées, soient revues, soient redéfinies de façon à ce qu'il y ait moins de statuts aussi diversifiés et compliqués et qu'on cherche plutôt l'efficacité à travers des modèles qui ont fait leurs preuves et qui peuvent être généralisables sur la côte méditerranéenne. Je serais ravi, bien entendu, ensuite de répondre à vos questions sur ces points. Deuxième sujet, l'avenir du modèle touristique. Il n'y a pas, dans ce débat public, de personnes qui disent qu'il faut arrêter le tourisme. C'est déjà un point intéressant. Tout le monde en Méditerranée est conscient que le tourisme est une économie fondamentale des régions habitées au bord de la Méditerranée française. En revanche, il y a un souhait très fort de totalement réinventer ce modèle touristique. C'est-à-dire, en fait, de changer l'expérience même touristique, de changer les activités, les pratiques, d'arriver à s'abstenir d'un certain nombre de pratiques. Alors, il y a les quotas, c'est une méthode, il y a l'interdiction, c'est une méthode, il y a la régulation, il y a probablement aussi, dans les demandes que font le public, de réfléchir à l'expérience touristique, qu'elle soit moins consommatrice et plus attentive aux questions notamment du bon état écologique de la mer et de biodiversité. Sur ces questions-là, ce n'est pas une diminution du nombre de personnes en mer ou de nombre de personnes qui auraient accès à la mer qui est souhaité. Et peut-être ça va vous paraître paradoxal, mais ce qui est vraiment dit dans le débat, c'est à la fois moins d'usage, mais pas moins d'usagers. Ça peut paraître étonnant, mais c'est véritablement ça. C'est-à-dire qu'au contraire, il vaut probablement, pour avoir une meilleure protection de la mer et un tourisme plus respectueux de la mer, il faut probablement qu'il y ait plus de personnes conscientes et mieux informées des enjeux écologiques et environnementaux de la mer, y compris dans les classes populaires qui n'ont pas toujours accès justement aux loisirs maritimes ou simplement accès à la baignade dans un certain nombre de communes. Donc cette demande a été forte, démocratiser l'accès à la mer, mais en revanche augmenter très fortement le niveau de connaissance, de sensibilité aux questions maritimes, de façon à ce que ces usages de la mer soient moins impactants. Ensuite, le trait de côte. Le trait de côte a été un sujet majeur en Occitanie, mais pas seulement. Également en Corse, ça a été également évoqué en région PACA. Il y a là une attente d'une ambition beaucoup plus importante en matière de trait de côte, un engagement de l'État en particulier beaucoup plus important. Les élus locaux semblent un petit peu dans le débat public, quelque part coincés entre des obligations qu'on leur demande de gérer le trait de côte, de rentrer dans des dispositifs pour évaluer, préciser comment le trait de côte va reculer. Mais ils disent tous dans le débat public, le problème c'est qu'après, une fois qu'on a évalué où est-ce que le trait de côte sera, eh bien, avec quel argent, avec quels moyens on va pouvoir relocaliser des activités. Et ils se tournent vers l'État. Et de l'autre côté, les citoyens, eux, disent les questions du trait de côte, de la disparition de la côte, de la disparition parfois même de communes entières qui peuvent être amenées à être complètement reconfigurées et restructurées, c'est une question trop importante pour qu'elle soit seulement laissée aux élus. Et les citoyens demandent aussi à être partie prenante et à être impliqués sur ces choix qui sont des choix vraiment existentiels pour les communes littorales.
Je terminerai avec le lien terre-mer, qui nous a occupé beaucoup parce que finalement, on a eu dans les réunions beaucoup de sujets autour du plastique, autour de la pollution physique, mais aussi chimique. Et là, une demande que, d'une certaine manière, les acteurs publics et l'ensemble de la société se prennent en main avec une action d'envergure pour que, effectivement, cette finalement, j'allais dire déversement, peut-être que c'est un petit peu fort, c'est pas forcément les mots qui ont été employés, mais cette pollution de la terre vers la mer, qui semble être majoritaire, en tout cas du point de vue de sa contribution à la pollution de la mer, ce qui vient de la terre, soit beaucoup mieux contrôlé et de façon plus globale, et pas seulement par des initiatives isolées de citoyens ou d'associations qui vont nettoyer ici et là une plage ou un fond marin. Si on peut passer à la diapo. Ouais, Oui, pour info, il te reste environ 15 minutes. merci beaucoup, Sophia. Alors, sur maintenant les, les enseignements tels que nous avons pu les reconstituer à partir de l'ensemble des opinions et des contributions. Eh bien, il y a, et je vais illustrer ensuite cette diapo là qui est sous vos yeux avec des cartes qui sont déjà dans le compte-rendu, vous les avez peut-être déjà vues, donc il n'y aura rien de nouveau hein, par rapport à ce qui est dans le compte-rendu. Le premier point qui est très clair, c'est que finalement, tous ces éléments dessinent des vocations clarifiées, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'usages aujourd'hui en Méditerranée sur une bande côtière assez large, finalement, qu'il y a nécessité d'envisager une régulation beaucoup plus claire et des vocations beaucoup plus claires. Aujourd'hui, cette bande côtière, elle a besoin d'abord en tout cas c'est ce que le public demande, hein, qu'on aille co-construire des politiques de protection de la biodiversité beaucoup plus fortes, avec tous les moyens qui doivent être là. C'est-à-dire pas seulement les moyens de l'État traditionnel, mais probablement les moyens des autres acteurs. Les moyens des collectivités locales, d'une part, mais aussi les moyens des pêcheurs professionnels, les moyens des acteurs du tourisme, qui peuvent finalement se retrouver aujourd'hui autour de l'objectif d'améliorer la qualité de la mer dans cette bande côtière. Les pêcheurs ici sont extrêmement importants. Leur rôle a été reconnu et demandé par un grand nombre d'intervenants dans le débat. Aujourd'hui, les pêcheurs ont déjà, en Méditerranée en tout cas, ont déjà connu des évolutions structurelles de leur métier. La pêche professionnelle aux arts traînants, au chalut par exemple, a été réduite fortement. Et aujourd'hui, les pêcheurs chalutiers, par exemple, ne demandent pas à avoir plus de bateaux. Ils demandent plutôt à ce qu'on décarbone leur moteur. Ils demandent même parfois des bateaux plus petits. Ils ne souhaitent pas forcément aller beaucoup plus loin au large, mais plutôt à ce qu'on sécurise leur zone de pêche dans cette fameuse bande côtière. Les petits métiers de la pêche en Méditerranée sont des exemples, probablement pour l'ensemble des façades. Aujourd'hui, ils fonctionnent. Alors, c'est pas forcément l'Eldorado, hein, il ne faut pas penser que tout est gagné, mais les effectifs peuvent être stables. Je pense notamment à la Corse, par exemple, avec environ 90 pêcheurs, presque tous côtiers, qui aujourd'hui participent à la gestion des aires marines protégées, qui arrivent à vendre leurs poissons avec une certaine valeur ajoutée dans des filières locales. C'est vrai aussi dans les Bouches-du-Rhône, c'est vrai aussi au Lavandou et à un certain nombre d'endroits. Enfin, dans cette bande côtière, c'est là sans doute que le tourisme peut et doit se réinventer, avec cette question effectivement de la sobriété et de la contrainte. C'est-à-dire que le tourisme va peut-être se déployer effectivement à l'avenir dans des logiques de contrainte, sous contrainte, mais finalement la contrainte, ce n'est pas nécessairement l'empêchement, c'est simplement un cadre. Il y a une demande très forte pour que la pêche de loisirs soit plus réglementée, qu'il y ait un permis de pêche. Il y a une demande très forte à ce que le permis bateau soit accompagné d'un volet environnemental pour l'ensemble des personnes qui vont passer ce permis. Il y a une demande de régulation aussi de la plaisance, de disparition des bateaux ventouses dans les ports d'arriver à défaire la pression sur les ports et probablement même à réduire, ou en tout cas à fonctionner beaucoup plus en termes de copropriété ou de location. Et il y a évidemment un débat très important sur la croisière et sur la difficulté aujourd'hui qu'ont certains territoires à accueillir des croisières qui se sont beaucoup développées. Donc il y a vraiment une demande là aussi alors pour certains d'interdiction, mais pour d'autres, beaucoup de régulation en matière de croisière. Pour ce qui concerne l'éolien en mer, j'ai envie de dire, assez logiquement, il vient après. Et qu'est-ce qui est finalement, qu'est-ce qui pourrait être la place de l'éolien en mer vis-à-vis de ces vocations clarifiées que je viens de développer? Eh bien, il n'y a pas d'opposition de principe très forte à l'éolien en mer en Méditerranée. Il y en a un petit peu, mais dans ce débat public, on entend surtout une demande de prudence et de modération, c'est-à-dire de ne pas faire avec l'éolien des erreurs qui seraient irréparables. Alors,
la prudence, ça c'est la première chose. C'est-à-dire peut-être considérer que la biodiversité devrait passer avant l'éolien. Ça peut paraître étonnant puisque dans les débats sociétaux et nationaux, pendant assez longtemps, la question du climat est plutôt passée avant la question de la biodiversité. Eh bien, en Méditerranée, en mer, sur ces sujets-là, il y a plutôt une demande qu'effectivement, les protections de la biodiversité puissent se faire, ou en tout cas être planifiées avant de planifier l'éolien. C'est une demande assez forte d'un certain nombre d'acteurs, et c'est des positions qui se sont renforcées depuis 2 ans. Par exemple, en Méditerranée aujourd'hui, les acteurs environnementaux, la plupart des acteurs environnementaux, certains ne souhaitent pas d'éolien du tout, ou en tout cas le conditionnent, comme on disait tout à l'heure, à ce qu'on se connaisse mieux ses effets sur les oiseaux et sur les mammifères marins par le biais du bruit, mais d'autres sont plutôt favorables par principe, mais souhaitent véritablement qu'on planifie d'abord la protection de la biodiversité avant qu'on planifie l'éolien, et en particulier, il y a des positions collectives d'associations environnementales qui demandent à ce que, en Méditerranée, il n'y ait pas d'éolien dans les aires marines protégées. Ce n'était pas la position de ces acteurs il y a 2 ans. Elle a évolué. Peut-être aussi au vu de la demande de l'État et le souhait de l'État d'avancer plus rapidement sur l'éolien, un certain nombre d'acteurs disent non, au contraire, il faut véritablement prendre le temps de la protection avant d'envisager l'éolien. Deuxième chose qui ressort très fortement du débat, et ça a été vrai sur toutes les façades, l'idée que l'éolien eh bien, a sa place peut-être, mais au-delà de cette fameuse bande côtière très fréquentée, très utilisée pour l'ensemble des activités qu'on a évoquées tout à l'heure, la pêche professionnelle, le tourisme ou bien entendu, les activités maritimes. Alors, ça, c'est un point fort. Les espaces finalement un peu résiduels, c'est-à-dire que l'éolien peut se développer, oui, pour un certain nombre d'acteurs, mais dans ce qu'il reste, au-delà de cette bande côtière. Et enfin, pour certains acteurs, mais en fait, l'éolien peut aussi lui-même contribuer à la protection de la biodiversité, notamment à travers ce qu'on appelle l'effet réserve, c'est-à-dire que si l'éolien, finalement, les fermes éoliennes n'étaient tout simplement pas pêchées, même peut-être pas naviguées, eh bien, on n'aurait certainement pas tout de suite des zones de protection fortes, puisque c'est peut-être pas compatible avec l'éolien, mais des zones en tout cas de non-prélèvement ou de faible activité, qui de fait auraient un effet sur la protection du milieu marin dans les zones où cet éolien se trouve. Toujours pareil, toute chose égale par ailleurs, et bien entendu, en considérant toujours les questions d'effets acoustiques ou d'effets sur les oiseaux comme des questions néanmoins fondamentales. Je vais maintenant passer, s'il me reste encore quelques minutes, Ouais, aux cartes. une dizaine de minutes, si tu veux, Je maximum. pense que ce sera plus rapide, mais j'espère que vous voyez bien l'écran ici. Ces cartes sont des cartes de synthèse. Euh, Elles n'ont pas une vocation à être extrêmement précises nécessairement, hein. Ce n'est pas, au débat public de tracer une limite très, très précise sur telle ou telle chose. Là, il s'agit des cartes de synthèse, des arguments qui ont été donnés dans le débat public. Mais il est intéressant de voir qu'il y a sur cette carte des vocations un certain consensus. Alors, consensus, bien entendu, c'est un mot qui est difficile à employer puisqu'on n'a pas entendu tout le monde. Il y a bien sûr des gens qui ne seront pas d'accord. Donc, je ne peux pas utiliser peut-être ce terme. Mais en tout cas, un rapprochement des positions, on va plutôt le dire comme ça. Première des choses que vous voyez sur cette carte, c'est cette logique de bande côtière. C'est-à-dire qu'il y a, sur cette bande côtière assez large, un enjeu de cohabitation des usages, mais surtout pas que seulement de cohabitation, de co-gestion finalement. D'arriver à se mettre ensemble pour discuter et à s'imposer collectivement des contraintes. C'est ça l'enjeu de cette bande côtière. C'est que oui, sur cette bande côtière, ce n'est plus tout à fait un espace de liberté absolue, c'est un espace de responsabilité collective. Ça, c'est un sacré changement du point de vue de la gestion et de la politique maritime. Cette bande côtière, ça limite, hein, vous voyez, c'est la bande qui est un peu bleu foncé, ça limite, nous ne l'avons pas fixée, d'ailleurs personne n'a dit dans le débat public que c'est précisément à telle distance. Elle est probablement entre 12 000 marins et 20 000 marins, parce qu'on prend souvent ces deux limites pour donner, parce que ce sont des limites administratives. Mais bon, bien malin celui qui peut la fixer précisément, mais elle est intéressante parce qu'elle est élargie, ça veut dire que notamment la pêche professionnelle non côtière a aussi une grande partie de ses zones de pêche dans cette bande côtière. Et donc, cette bande côtière, elle permettrait de sécuriser à la fois un paysage, de sécuriser des ressources, de sécuriser des pratiques, et en même temps, dans cette bande côtière, comme vous le voyez, une logique d'épaississement de toutes les aires marines protégées existantes. Vous le voyez à travers ces petits ronds qui s'élargissent et qui se raccrochent à la terre. Le besoin que le public a exposé de donner beaucoup plus de force
d'avoir peut-être un modèle qui pourrait être, que c'est une proposition parmi d'autres, qui pourrait être, par exemple, un pourcentage de protection intégrale. On ne fait rien à cet endroit-là. Ça peut être, certains proposent 2%, par exemple. Et puis ensuite, autour de cette zone de protection intégrale, une zone de protection renforcée, correspond à la zone de protection forte. Zone de protection renforcée, qui, en ajoutant 8%, ça fera 10% au total. Et puis, on pourrait ajouter encore 20% de protection, cette fois-ci dite classique, ouverte à pas mal d'activités, avec évidemment des régulations et des contraintes, mais une zone de protection qui serait un peu plus souple. Donc, ce modèle-là, efficace, qui donne des résultats d'après tous les gestionnaires d'aires marines protégées qui se sont exprimés dans le débat public et qui ont partagé leur expérience et l'efficacité de ces modèles de protection, eh bien, il est peut-être temps de l'appliquer à l'ensemble des aires marines protégées existantes de la bande côtière et peut-être en créer d'autres. Pour ce qui est des protections au large, vous le voyez en vert un peu plus épais, il y a cette demande d'une zone de protection forte sur les canyons du golfe du Lion. Là aussi, la limite n'est pas évidente à donner. Hein. C'est là aussi, personne n'a tracé de trait pendant le débat public. Et également à l'est de la Corse, sur la côte orientale, on a aussi un certain nombre de milieux qui paraissent particulièrement intéressants. Et pour finir, presque finir sur cette carte, mentionner cette zone contestée entre la France et l'Espagne, qui est la zone assurée, sur laquelle, à différentes occasions, notamment à Perpignan, mais pas seulement, eh bien, le public a dit finalement, elle abrite un certain nombre de canyons extrêmement intéressants, notamment le canyon de la Casse-du-Thiers, par exemple, extrêmement intéressant en termes de biodiversité. Elle est extrêmement importante, elle représente presque un quart de la zone sous souveraineté française, un petit peu moins. Il faut faire quelque chose de cette zone et arrêter de se battre avec l'Espagne, ou alors peut-être se battre avec l'Espagne, mais au minimum assumer une cogestion de cette zone avec l'Espagne en vue notamment de protection renforcée de la biodiversité. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste sur cette carte? Eh bien, il reste bien entendu cette zone du golfe du Lion qui est en orange et qui est finalement la zone qui resterait intéressante en matière d'éolien, puisqu'elle se situe à la fois au-delà de la bande côtière, mais également à l'écart d'une zone de protection forte éventuelle sur les canyons du golfe du Lion. Je vais passer aux cartes suivantes, puisque les cartes suivantes portent justement sur les scénarios vis-à-vis de ce développement de l'éolien. Pour être très, très clair, il ne nous appartient pas, bien entendu, de choisir ou de dire ça doit être comme ci ou ça doit être comme ça. Nous essayons simplement d'articuler l'ensemble des arguments des uns et des autres et d'essayer de voir si de cela, il sort une image globale. Pour les trois autres façades, pour être tout à fait transparent, honnête avec vous, les positions n'ont pas suffisamment convergé pour que les commissions de débat public construisent des cartographies vis-à-vis de la protection forte ou de l'éolien. En Méditerranée, oui, il y a effectivement des convergences sur des positions. La première des choses, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, cette demande de prudence et de modération, notamment, elle s'est exprimée autour de la question de l'énergie. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on a besoin, de combien d'éoliens est-ce qu'on a besoin? La première des choses, c'est de considérer que les chiffres ou les objectifs en matière d'éolien doivent être justifiés par la consommation énergétique qu'il y aura. Et là, effectivement, un certain nombre d'acteurs disent attention, on n'est pas obligé de faire forcément le maximum. On peut, par des politiques énergétiques à terre, par des politiques de sobriété, on doit pouvoir réduire le besoin en éolien. Et pour cette raison, mais aussi pour les raisons environnementales qu'on développait tout à l'heure, les questions acoustiques que M. Oulans a formulées, les questions d'avifaune, les questions de paysage et un certain nombre d'autres choses, beaucoup d'acteurs disent, bon, on peut peut-être essayer de modérer ou d'être modéré ou d'aller pas à pas et de ne pas forcément envisager une planification qui maximiserait les productions. À la fin du débat public, en matière d'éolien, on a un spectre de positions extrêmement large, de ceux qui n'en veulent pas du tout jusqu'à ceux qui en veulent un maximum. Et on a véritablement, quelque part, tout le monde s'est un peu positionné, mais dans l'intervalle, et non pas seulement sur ces deux positions. Alors, pour revenir concrètement, spatialement, à ce que ça donne, eh on a effectivement un certain nombre d'acteurs qui considèrent qu'aujourd'hui, sur les 4 zones entourées de rouges qui sont sur l'écran et que l'État met à l'étude pour proposer et souhaiter que l'éolien puisse s'y développer, un certain nombre d'acteurs considèrent que soit il n'est pas temps de le faire, soit il ne faut pas du tout en faire, ou alors on verra plus tard s'il faut en faire, mais pour le moment, il n'est pas prudent et il n'est pas raisonnable d'en faire. Alors, certains disent d'ailleurs que les 2 premiers parcs qui sont là ne sont pas situés sur la carte ici. Les premiers parcs qui ont été déjà décidés. Bien, effectivement, cela pourrait rester, cela pourrait se développer. D'autres considèrent qu'il ne faut même pas les faire. On a en tout cas
globalement, dans cette attitude-là, une logique de priorité à l'environnement, de priorité à la protection de la biodiversité. Et en particulier, finalement, à ce stade, il ne serait pas raisonnable pour ces acteurs-là de développer de l'éolien sur cette partie du golfe du Lion. Ce site est trop fragile, les oiseaux et les mammifères sont trop sensibles, et donc il n'est pas raisonnable de le faire. Deuxième scénario, si on peut voir le deuxième. Ouais. Et j'en profite, Étienne, il te reste 5 minutes. Parfait, j'ai presque terminé. Deuxième scénario qui va rassembler autour d'une position justement un peu intermédiaire en disant les services de l'État nous proposent une fourchette de 4 à 7,5 gigawatts installés en 2050. Peut-être ça ne rentre pas dans ce scénario, mais c'est pas grave, on peut en faire moins. En revanche, ce qui motive ce scénario, c'est principalement deux contraintes. Première contrainte, c'est, comme je disais tout à l'heure, un certain nombre d'acteurs qui disent et qui prennent position très fortement d'ailleurs, en disant d'ailleurs que pour eux c'est une question de droit, hein, qu'il ne doit pas y avoir d'éolien dans le parc naturel marin du golfe du Lion. C'est une aire marine protégée qui ne supporte pas, qui en cas pour eux ne devrait pas supporter d'éolien. Premier élément. Vous voyez donc la limite qui est faite par rapport au carré, au rectangle pardon, bleu au sud-ouest de la carte. Et puis une deuxième contrainte qui a été amenée par Réseau de transport d'électricité dans le débat public, qui est que aujourd'hui la demande d'électricité va s'exprimer, on va dire, dans nos régions de façon beaucoup plus forte et majeure sur le site de Fos-sur-Mer, à la fois pour installer des nouvelles industries, mais aussi pour décarboner les industries existantes. Et que donc, cette logique justifierait de privilégier les sites qui sont plutôt à l'est du golfe du Lion. Toujours pareil, pour un certain nombre d'acteurs, c'est envisageable, mais sous réserve toujours des contraintes et des impacts sur la faune migratrice. On sait que dans la partie est, mais en fait sur l'ensemble du golfe du Lion, les oiseaux sont extrêmement nombreux, notamment les migrateurs. Donc il y a bien entendu des acteurs qui estiment que ce choix, dans tous les cas, même s'il peut être intéressant, doit être soumis à l'impact environnemental sur la vie faune. Et donc, RTE, lui, dit de son côté, eh bien, pour pouvoir amener l'électricité à Fos-sur-Mer, aujourd'hui, j'ai besoin de raccorder directement les parcs à Fos-sur-Mer, en tout cas sur le littoral des Bouches-du-Rhône, et je n'ai pas les infrastructures qui me permettraient, donc les lignes à très haute tension, qui me permettraient de ramener le courant qui serait amené sur le littoral plus occidental vers Fos-sur-Mer à terre. Et donc, à partir de là, ce scénario est un peu une synthèse de ces deux grandes contraintes, parc marin du golfe du Lion et raccordement électrique à Fos-sur-Mer. Puis enfin, on va voir le dernier scénario, qui est le scénario qui est plutôt maximisant, mais maximisant, toujours pareil, dans la limite de cette bande côtière qui ne serait pas, qui n'accueillerait pas d'éolien. Ici, on a un scénario qui, certes, alors on l'a dit depuis le début, hein, qui évidemment est peut-être un peu plus capable d'accueillir un peu plus d'éoliennes, et en revanche, qui met les éoliennes un peu plus loin. Il est important de dire que dans le débat public, la question du prix de l'électricité, ou en tout cas la question de l'augmentation du prix de l'électricité par la distance à la côte a été débattue, mais qu'un grand nombre d'acteurs, notamment en Méditerranée, ont estimé que le prix de l'électricité aujourd'hui étant extrêmement variable et variable selon des critères qui sont bien différents que les critères d'exploitation, eh bien aujourd'hui, oui, beaucoup de personnes sont prêtes à payer un peu plus cher si l'électricité est un petit peu plus loin. Il restera d'ailleurs à éclairer après les c'est une des recommandations, il restera à éclairer ce différentiel de prix. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui est finalement la maximisation du potentiel de production au regard des vocations que j'ai évoquées tout à l'heure, eh bien, il se situerait de cette façon-là. Donc, évidemment, c'est un scénario qui est plutôt porté, et qui a été porté d'ailleurs dans le débat public, clairement par la filière de l'éolien, la filière industrielle, mais aussi par les deux régions, notamment PACA et Occitanie, qui souhaitent, en tout cas qui se sont exprimées plutôt dans l'esprit de maximiser la production, avec néanmoins un argument important, c'est que ce ne sont pas les seuls parcs éoliens qui seraient faits en Méditerranée occidentale, hein. Le port de Marseille, notamment, a bien indiqué qu'il travaillait et il travaille dans la perspective d'une filière qui pourrait répondre à des besoins en ferme, en construction, en montage d'éoliens, également espagnols et italiens. Donc voilà aussi l'idée de ce scénario qui n'est pas forcément on ne remplit pas toutes les zones. D'ailleurs, c'était pas le but, hein, de toute façon, c'est pas d'ailleurs la volonté de l'État, mais où on peut effectivement sous contrainte de cette bande côtière, quand même faire de l'éolien plus au large. Voilà, je crois que j'en ai terminé, Sophia.
Oui, je vais Et bien faire ça. entendu, je serai ravi de répondre et on sera ravi avec la commission de répondre à toutes les questions que cette présentation aura pu soulever. Merci beaucoup, Étienne, pour cette présentation très riche des enseignements et puis des différentes cartes. Je vous propose de passer la parole du coup à Dominique Delosière pour une petite synthèse peut-être des échanges du chat qui, à ma connaissance, ont été assez riches. Et puis après, n'hésitez pas si vous voulez intervenir à lever la main pour faire part de votre envie de participer pour les 20 prochaines minutes. Dominique. Alors, il y a eu beaucoup de questions d'avis donnés sur cette partie-là, contrairement à la première. Et donc, particulièrement, enfin, ça commence par des questions et des avis sur la façon dont on partage l'espace maritime, justement, notamment le fait de dénoncer l'interdiction d'activités peu impactantes alors qu'on continue à autoriser des activités très impactantes. Certains vont dans le sens que tu as exprimé tout à l'heure, Étienne, sur la sensibilisation à un comportement vertueux, là où d'autres trouvent que ça n'aura pas enfin, ça sera pas suffisant et compare ça avec les comportements en voiture, l'interdiction ne paraissant pas forcément la bonne technique. D'autre part, toujours sur les activités, il y a un échange sur les permis pour les voiliers. Puisqu'aujourd'hui les voiliers, enfin ceux qui utilisent des voiliers n'ont pas besoin de passer un permis, du coup sont susceptibles de ne pas se conduire comme il faudrait par rapport à l'environnement. Et particulièrement en Corse, deux contributions rappelant le problème des bouées financées par l'Europe, qui sont comment ça va être, c'est des coffres, voilà, qui accueillent des méga yachts et qui sont autant d'espace en moins qui est utilisé par les locaux, on va dire. Quelqu'un parle également alors on va passer sur l'éolien après. L'éolien, certains disent que c'est pas tellement le sujet de parler de l'éolien. On a un peu trop parlé de l'éolien dans ce débat, alors que ce n'est pas l'activité la plus impactante. Et quelqu'un pose une question sur les autres solutions, comme les vagues, comme source d'énergie. Et enfin, une dernière question sur l'atterrage, c'est-à-dire la liaison électrique et les impacts sur l'environnement côtier. Je pense que sinon, au passage, je pense que Étienne a répondu sur la largeur de qu'est-ce qu'on appelle la bande côtière qui a été posée, puisque j'ai expliqué ce que c'était. Et il y avait une autre question aussi de quelqu'un qui s'étonnait que les acteurs associatifs ne soient pas cités dans notre compte-rendu, ce qui, je pense, n'est pas exact. Je vais te laisser répondre, Étienne. Voilà. Étienne, peut-être une Merci. petite précision, puis on prendra quelques mains levées. D'accord. Merci beaucoup pour l'ensemble des questions. Alors, oui, sur la largeur de la bande côtière, effectivement, je pense que c'est clair. Sur la question des associations environnementales, elles ont été très présentes dans le débat, elles se sont exprimées et elles ont notamment fait des cahiers d'acteurs, pas seulement elles, d'ailleurs, hein, beaucoup des acteurs socio-économiques aussi en ont fait. Donc, non, non, le compte-rendu est vraiment nourri des positions de tout le monde, y compris les associations environnementales. Ensuite, dans le compte-rendu, on ne cite pas forcément nommément les personnes ou les organisations, puisque ce qui compte, c'est vraiment les arguments. Et donc, il arrive, d'ailleurs, nous anonymisons la plupart du temps les points de vue. Vous pouvez néanmoins retrouver en ligne tous les cahiers d'acteurs des associations environnementales. Elles ont beaucoup participé, euh, parfois collectivement, parfois isolément. C'est tout à fait variable. Donc là, je voudrais vraiment rassurer la personne qui a posé cette question. Je Merci. pense que si je peux essayer de dire un mot, et peut-être d'autres membres de la commission, vraiment, n'hésitez pas à compléter. La question des activités, est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est l'interdiction par l'interdiction? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que finalement, ça se passera un petit peu comme la voiture ou pas? Et enfin, les activités peu impactantes interdites alors que les impactantes ne le sont pas. Alors, sur la question du comportement, oui, effectivement, comportement, ça reste quelque chose d'individuel. Donc, bien entendu, il ne s'agit pas de dire que le débat public a trouvé la martingale
pour pouvoir faire respecter des lois collectives par les individus. Il y aura toujours et il y a toujours évidemment une distance entre la règle et son application. En revanche, je crois qu'on peut le dire comme ça, le fond social, le contexte, c'est-à-dire la façon dont le public aujourd'hui se pose la question des activités en mer. Aujourd'hui, le public soutient assez largement dans le débat public, à nouveau, il n'y a pas de référendum ou de sondage, hein, dans le débat public, le public qui s'est exprimé soutient l'idée d'une régulation plus forte. J'ai vu dans le chat mentionner Canua Island, par exemple, et effectivement, le public soutient l'idée qu'il faut réagir plus vite à ce type de projet. Canua Island, c'est donc une plateforme de loisirs en mer. Il faut réagir plus vite à ce type de projet. Il faut avoir une réglementation plus stricte qui permet d'arrêter de courir après les nouveaux usages qui arrivent et puis on essaye de trouver dans la loi quelque chose qui permet d'eux, et d'être au contraire plus ferme, plus strict, plus clair aussi pour que tout le monde comprenne. Donc, d'une certaine manière, c'est effectivement sortir de cette logique de euh, on court après, on essaye de trouver une solution à tel usage qui arrive, qui est très impactant, qui est très choquant par ailleurs, pour d'autres qui, eux, sont déjà régulés, qui sont déjà interdits et qui voient quelque chose de nouveau arriver et sur lequel ils ont le sentiment que l'impact est beaucoup plus fort. Donc, effectivement, il y a vraiment un souhait d'être beaucoup plus clair et d'être beaucoup plus juste. Ça, c'est le dernier point. Il y a dans le débat public des personnes qui disent, mais si on interdit à tout le monde. Voilà, faut être clair. Alors, là-dessus, il y a deux écoles. Vraiment, dans le débat, on a entendu les deux. On a les gestionnaires d'aires marines protégées qui nous disent, non, ça, c'est un peu de la haute couture. Il faut interdire à tel endroit, puis permettre à l'autre à tel endroit, puis faire ceci, puis faire cela. Et on peut arriver à construire comme ça des dispositifs un peu subtils, un peu fins. Mais on a aussi, je pense à un pêcheur par exemple, qui dit, moi on m'interdit de pêcher pendant les 2 mois d'été dans les marines protégées. Et en même temps, à côté de ça, j'ai des plongeurs qui viennent chasser au harpon ou qui viennent même simplement déranger la faune, alors que moi, je ne peux même pas lancer un filet ou lancer une ligne. Et donc, il y a vraiment une demande de justice aussi, peut-être je ne l'ai pas assez dit, une demande assez forte de justice pour que, quelque part, bah, tout le monde soit concerné et tout le monde applique la règle et il n'y a pas de passe-droit pour un tel ou pour un tel. Merci Étienne pour ces précisions. Il y a une main levée pour l'instant de Monsieur Monnier de France Renouvelable. Donc allez-y Monsieur Monnier. Et puis j'invite les autres participants et participantes aussi. Mesdames, n'hésitez pas, on n'a pas eu encore de prise de parole féminine dans le public, donc n'hésitez pas à vous exprimer. Et encore une fois, priorité peut-être à des personnes qui ne se seraient pas encore exprimées. Donc allez-y Monsieur Monnier. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de me donner la parole. Et merci beaucoup à Monsieur Ballon pour la synthèse de 6 mois très riches en débat. C'est un exercice délicat. Moi, j'avais peut-être 3 remarques. Effectivement, on s'inscrit dans la remarque qui revient à dire qu'on a beaucoup parlé de l'éolien, alors qu'aujourd'hui, l'état écologique dégradé de la mer Méditerranée n'est pas dû à l'éolien, est dû certes au réchauffement climatique, mais aussi à d'autres activités. Donc, ça génère quand même quelques réflexions par rapport à la maîtrise des impacts et aux décisions à prendre, peut-être pour l'avenir. Le deuxième point que je voulais soulever, c'était concernant les scénarios qui seraient alternatifs par rapport à un déploiement de l'éolien en mer. On dit assez facilement qu'il faudrait amplifier la sobriété, voire envisager d'autres énergies marines sans forcément argumenter de manière très détaillée. Alors certes, le débat ici ne portait pas sur le mix énergétique, il s'agit d'un autre débat pour lequel la CNDP avait d'ailleurs été saisie avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais en fait, RTE a déjà beaucoup approfondi la question dans ses 6 scénarios de futur énergétique 2050, et la sobriété a déjà une part très importante. Ce que je voulais dire par là, c'est que euh, c'est souvent un argument qui est utilisé pour dire il ne faut pas faire d'éolien en mer sans forcément creuser le sujet et argumenter sur le déploiement des autres énergies marines, le cas échéant, ou de la sobriété. Ce débat-là, il a quand même beaucoup eu lieu précédemment, et je pense qu'il faut quand même s'attacher aussi au rapport de RTE, de l'ADEME et de l'Agence internationale de l'énergie qui donnent quand même beaucoup de réponses sur le sujet. Le troisième point, peut-être pour Monsieur Ballan, c'était sur les différents scénarios que vous nous avez présentés, notamment le scénario numéro 2 avec les contraintes. Vous avez présenté la contrainte, entre guillemets, hein, du parc naturel marin comme étant un sanctuaire ou une zone qu'on estime devoir être complètement protégée. Il y a aussi, je crois, des nuances qui sont apportées dans un développement de l'éolien en mer dans le cadre du parc naturel marin. Je pense que ça fait partie aussi de son projet de développement.
mais avec un phasage calendaire qui est différent, c'est-à-dire en attendant un certain nombre de retours sur expérience, notamment des fermes pilotes et des premiers projets commerciaux. Et je pense que c'est encore une subtilité intermédiaire qui est de dire bah, l'éolien en mer, en parc naturel marin, pourquoi pas, mais il faudrait le phaser dans le temps d'une manière suffisamment éloignée pour qu'on puisse juger de sa pertinence. Voilà, c'est la petite nuance que je voulais apporter. Mais merci beaucoup encore une fois à toute l'équipe. Merci, Monsieur Monnier. Est-ce que Étienne ou d'autres membres de l'équipe souhaitaient réagir à ces différents points? Puis après, je vois les mains levées, je prendrai les mains levées suivantes. Peut-être une précision donc sur les. Alors, je commenterai peut-être pas le troisième point sur le scénario, parce qu'effectivement, sur l'action du parc marin du Golfe du Lion, il y a une prise de position aujourd'hui claire dans le débat public, effectivement, d'un certain nombre d'ONG, notamment à travers l'IUCN, mais qui n'est effectivement pas nécessairement celle de tous les acteurs du parc marin lui-même. Donc, je pense que c'est effectivement important de faire la nuance. Ensuite, la question de la place de l'éolien dans le débat, c'est une vraie question. Les acteurs de l'éolien m'ont dit à un moment donné qu'on n'en parlait pas assez. Et aujourd'hui, et je sais aussi qu'on en a parlé quand même beaucoup, mais aussi parce que on en a parlé d'ailleurs progressivement un peu plus, parce qu'un certain nombre d'acteurs, notamment les collectivités territoriales occitanes, à un moment donné, ont demandé aussi à ce qu'on en parle un peu plus. Nous pensons que, au final, l'éolien n'a pas dominé ce débat du tout. En tout cas, beaucoup moins qu'en Atlantique, très certainement, et que très clairement, si on devait compter un temps de parole, hein, puisque on a tous vu beaucoup de temps de parole compter ces dernières semaines du fait des différentes campagnes électorales. Donc, on ne fait pas cet exercice de compter les temps par thématique, mais clairement, l'éolien n'est pas devant. Et les questions de biodiversité et d'environnement et de bon état écologique, globalement, ont été plus traitées. Euh, alors maintenant, j'en viens sur deuxième remarque de M. Monnier, euh, sur la question de la sobriété qui amènerait à ne pas vouloir faire d'éolien. Je voudrais bien préciser. Non, il y a très peu de personnes qui disent que si on va être sobre, du coup, on ne fera pas d'éolien. En fait, il n'y en a quasiment pas. En revanche, il y a plutôt une demande de modération, c'est-à-dire une demande de bien calibrer en fait le volume par rapport aux besoins. C'est véritablement ça qui domine. Je pense que dans le débat public, personne n'a dit on va être sobre et comme ça on pourra se passer les éoliennes en mer. C'est pas ça qui a été dit. Il faut être très clair. Ce qui a été dit, c'est retravaillons un peu plus le besoin, faisons des efforts en matière de consommation. Et au regard aussi justement du nombre d'éoliennes qui sont nécessaires par rapport à cette consommation. Et on a des personnes qui ont dit plutôt, mais attention, euh, si on fait de l'éolien en mer pour faire rouler des voitures électriques alors qu'on a peut-être d'autres moyens de transport, notamment les transports collectifs, là on a un problème. C'est-à-dire que ça peut être intéressant de réfléchir au mode de transport et de ne pas faire de l'éolien massif en mer pour les batteries électriques à terre. Je prends ce raccourci parce qu'il a été fait dans le débat. C'est un raccourci, bien entendu, hein, j'en ai bien conscience, mais c'est pour illustrer, si vous voulez, cette idée que mieux travailler sur les besoins, et comme vous l'avez dit, Monsieur Monnier, à travers peut-être la future loi programmation énergie-climat, mais au minimum la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, aujourd'hui qui va être en concertation, eh bien qu'effectivement, ce travail-là peut amener à moduler en réalité le volume d'éolien en mer qui serait nécessaire. Donc, quelque part, sous contrainte d'un milieu qui ne peut pas accueillir peut-être tout, eh bien, il faut retravailler sur les questions de consommation énergétique. Je crois que c'est le sens du débat sur l'énergie qu'on a pu un peu avoir dans ce débat public, qui n'a pas épuisé le sujet, ça j'en conviens avec vous volontiers. Merci Étienne. Je vais peut-être proposer à Monsieur Frère Escoffier d'intervenir et puis à Madame Arditi. Monsieur Hollande, on vous redonnera la parole un petit peu plus tard si vous voulez bien. Je privilégie les personnes qui ne se sont pas encore exprimées. Allez-y, Monsieur Frère Escoffier. Oui, bonjour à toutes et à tous, Ludovic Frère Escoffier, WWF. Tout d'abord, merci pour l'organisation de ces 6 mois de débat et de cette retranscription des conclusions. Concernant le WWF est particulièrement intéressé par la protection de la biodiversité et ce que vous avez mis en évidence avec les 2% de zones de protection intégrale, avec ensuite différents niveaux de protection tout autour, c'est une idée qui ressemble peu ou prou à celle qui a été proposée par le WWF dans les cahiers d'acteurs, avec en effet une zone de protection intégrale qui doit faire au minimum 400 hectares et autour de laquelle se trouverait le double ou le triple de cette surface
dans laquelle serait exclue la pêche maritime de loisirs. En effet, une des particularités de la pêche en Méditerranée, c'est que dans certaines zones, la pêche maritime professionnelle est équivalente en volume à la pêche maritime de loisirs. Donc cela permettrait finalement, avec cette zone d'exclusion de la pêche maritime, de profiter directement via l'effet de débordement à la pêche professionnelle, et ça permettrait finalement de faciliter l'intégration, ou plutôt faciliter l'acceptation de ces zones de protection intégrale par le monde de la pêche professionnelle, et faire avancer davantage ce sujet qui reste particulièrement problématique. Merci pour votre attention. Merci pour ce point. Je vais peut-être proposer à Madame Arditi d'intervenir dans la foulée. Merci en tout cas de partager vos réactions. Allez-y. Merci. Alors, vous m'entendez? J'ai réactivé. Oui. D'accord. Très bien. Bon, alors d'abord, je voudrais quand même remercier Monsieur Balland d'avoir fait un exercice que je sens excessivement difficile, et on a quand même l'impression qu'il nous a sorti comme ça, qu'on repart avec quelques idées un peu plus claires et plus synthétiques. C'était un exercice très difficile, donc merci pour ça. Là, évidemment, la chose clé que je voulais dire recoupe un petit peu ce que vient de dire le WWF, puisque FNE, on était un peu dans la même situation. Ce que je voulais dire, c'est qu'on nous parle toujours d'aires marines protégées. Les gens disent, mais il y en a déjà plein des aires marines protégées, etc. Et effectivement, on a, nous, énormément insisté sur ce qu'on appelle les protections fortes. C'est-à-dire, là, parce qu'une aire marine protégée où on peut continuer à faire du chalutage, où on peut mettre des éoliennes, où on peut accueillir des yachts, c'est pas une aire marine protégée, elle n'est pas protégée du tout, il n'y a rien du tout, quoi. Donc, il y a un moment donné, il faut se dire, oui, il faut vraiment se dire qu'il va y avoir des aires de protection fortes où on fera presque rien. Elles seront peut-être réduites, mais au moins, on verra si ça a un effet, si ça agit, parce que sinon, effectivement, on a des aires marines protégées qui ne sont pas protégées du tout, c'est simplement symbolique. Et puis juste une troisième remarque ou une idée. Moi, j'ai suivi un peu tout le début. La première fois qu'on nous a annoncé à l'horizon 2050 entre 4,5 et 8,5 gigawatts, qu'on nous a annoncé les parcs suivants qui feraient 1 gigawatt, peut-être même 2 gigawatts, on est un peu tombé de notre chaise. On a dit, attendez, là quand même, non. Et effectivement, je recouvrais, on a retrouvé dans ce qu'a dit Monsieur Balland, doucement, prudence. Oui, il faut en faire, on est d'accord un peu, mais il va quand même falloir réellement calmer le jeu. On peut pas, voilà, on n'a pas la place pour en faire suffisamment. On voyait bien quand j'ai participé à un atelier cartographique, bah, on avait un peu du mal à savoir où c'est qu'on allait pouvoir les mettre, quoi. Donc voilà, donc l'idée c'est effectivement que oui, effectivement, il faut en faire en partie, mais il faudrait aussi dire une fois pour toutes quand même. Et ce qu'elle dit, c'est que quand on fait à nouveau une forme d'énergie, elle doit suppléer une autre forme qui doit diminuer et non pas s'ajouter en plus. Quelqu'un vient de sortir un bouquin qui explique, en fait, depuis 2 siècles, on n'a pas fait de transition énergétique parce que chaque nouvelle énergie est arrivée, elle s'est ajoutée à la suivante et les autres n'ont pas diminué. Donc, il y a un moment donné, il va falloir se dire que oui, il faut rentrer dans une transition et la transition, ce sera réduire les quantités. Et ça, je crois que c'est un élément important. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette prise de parole et ce témoignage et ce partage. Et peut-être un dernier mot pour Monsieur Oulance, puisque vous avez demandé la parole. Je vais vous inviter à être assez concis, puisqu'après, on partagera aussi les réactions de l'équipe du débat avant de passer à la dernière séquence qui sera aussi suivie d'un temps d'échange. Allez-y. Oui, merci. En fait, effectivement, je vais un petit peu dans la continuité des zones et des aires. En fait, quand on dit air, mais c'est aussi bien le peuple sous-marin que le peuple aérien qui sont concernés, et l'un comme l'autre, ce sont des peuples migrateurs. Donc, un petit peu à l'image du sanctuaire Pélagos,
qui est d'ailleurs pas très sanctuaire, mais bon, ça, c'est encore une autre chose. Peut-être que, effectivement, comme M. Balland l'a dit, comme on l'a vu dans le compte-rendu, il serait intéressant de faire un sanctuaire où il y a certaines zones de travail, plutôt que d'avoir certaines zones de protection, il y aurait plutôt certaines zones de travail. Donc, disons, c'est le fait d'inverser la vision des choses pour donc qui s'étendrait donc sur toute l'Italie et sur toute l'Espagne. Évidemment, ça demande effectivement un accord européen, peut-être par la Fondation Albert II, je ne sais pas. Et donc, parce qu'il y a un problème quand même qui se pose Je vais déjà vous inviter au niveau du à pélago. conclure, s'il vous plaît. Bien. Oui, Merci. non, mais parce que- je voudrais juste dire, il y a un Allez-y. problème qui se pose à des zones, même par rapport au Pélagos, c'est que les Italiens ont en projet de mettre des éoliennes à la sortie des Bouches de Bonifacio. Et ça, c'est très grave parce que c'est juste à l'endroit où s'arrêtent le Pélagos et le parc international des Bouches de Bonifacio. Et je ne crois Merci. pas que dans la mer, on puisse mettre des frontières comme on le met sur la terre. Voilà. Merci beaucoup, merci pour ce partage. Je vais proposer éventuellement à l'équipe du débat, parce que je crois qu'il y avait aussi le souhait de répondre à une question du chat qui était restée un peu en attente de réagir, et puis de passer à la troisième séquence et la dernière sur les demandes de réponse aux arguments du public et aux propositions du public et les recommandations de l'équipe du débat. Donc peut-être Étienne, Michel, je vous laisse volontiers réagir. Je crois que Michel, oui, prévu de. Vas-y, Michel. Parfait. Oui, voilà, c'est à propos, il y a une question autour de la problématique de l'accès à la mer. Et comme Étienne le précisait, en fait, il y a une forme de tension entre une attente en fait de protection qui s'exprimait fortement dans le débat, et puis cette idée que la mer, c'est un espace de liberté qui doit le rester. Donc effectivement, attente de protection, attente de clarification exprimée dans le débat par rapport à un millefeuille administratif, donc avec des demandes de clarification pour comprendre ce qu'il en est entre une aire maritime protégée, des zones de protection forte, voire même de protection stricte ou intégrale, comme c'est posé au niveau européen. Sans pour autant fermer la mer et interdire justement cet accès, cette liberté. Et on a pu entendre aussi, et c'est dans le compte-rendu, cette idée assez forte qu'il faut conserver un accès populaire à la mer et que ça passe par l'éducation aussi. C'est-à-dire on ne protège bien que ce qu'on connaît et que ce qu'on aime, et que donc il y a un travail aussi de médiation à faire pour que les choses soient possibles. Merci beaucoup pour ces éléments de précision. Étienne, oui, je crois que tu veux réagir Oui, aussi. simplement, j'ai noté aussi au passage une question sur l'atterrage, sur les Oui, questions. Donc, je il y a voulais une pas laisser question cette dans le question. chat sur le raccordement, Voilà. oui, tout à fait. Je voulais pas laisser cette question sans réponse. Donc, très clairement, le sujet de l'atterrage, en tout cas, c'est-à-dire du raccordement des éoliennes à terre, est un sujet sensible, en fait, en Méditerranée. Et on l'a bien vu, en particulier sur justement la zone de Fos. Et vous aurez bien noté que dans l'un des scénarios qu'on a appelé synthèse des contraintes, hein, le scénario, il amènerait à raccorder prioritairement sur cette zone. Or, aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de communes, alors c'était pas forcément dans le débat public, mais elles ont pris position plutôt contre, ou en tout cas en réflexion. Et notamment, on a notamment les aires marines protégées, comme le parc marin de la Côte Bleue, qui souhaite également qu'il n'y ait pas de câbles à travers cette aire marine protégée. Et pour nous, en tout cas, d'une certaine façon, ça vient confirmer le besoin et la sensibilité de cette zone côtière dans sa partie maritime comme dans sa partie terrestre. C'est-à-dire que finalement, on n'en sort pas tant qu'on n'a pas mis en place une capacité à réguler collectivement les activités dans la bande côtière et dans quelque chose qui est autre et un autre rôle pour les collectivités que seulement de subir un atterrage qui arrive chez elles, ou au contraire de subir une police ou en tout cas une action de régulation et de surveillance en mer intégralement assurée par l'État. Mais on a vraiment au contraire, à l'issue de ce débat, le sentiment que les collectivités veulent avoir un peu plus la parole et sont prêtes aussi, en complément et en contrepartie de cette parole, sont prêtes aussi à mettre un certain nombre de moyens.
Et il nous semble intéressant de considérer que, à l'échelle de cette bande côtière, le rôle des collectivités pourrait être accru et probablement que se joue là une des pistes, en tout cas, pour réfléchir à l'atterrage ou pour réfléchir à la façon dont un éventuel câble électrique pourrait arriver à terre depuis la mer. Et dans la situation actuelle un peu d'opposition, elle est probablement un peu bloquée. Au contraire, cette logique de cogestion, de co-construction des choix à l'échelle côtière nous paraît potentiellement intéressante. Merci Étienne pour ces éléments de précision. Je vous propose qu'on passe du coup à la dernière séquence de ce webinaire qui porte sur les recommandations et demandes de réponse aux observations et propositions du public, donc directement adressées à l'État et qui va être présenté par Dominique Delosière. Donc, Première slide, s'il te plaît. Alors, dans cette slide, vous voyez qu'il y a il y a deux colonnes. Donc, la colonne de gauche représente les demandes de réponse que fait le public à ces observations et à ces propositions par l'État. Donc, on a d'une part les demandes de réponse qui sont communes à toutes les façades dans le cadre du débat public qui s'est déroulé sur les 4 façades en même temps. Et à droite, on a les demandes de réponse de la façade spécifique à la façade Méditerranée, c'est-à-dire qu'elles viennent s'ajouter aux demandes de réponse communes qui ont été faites au nom des 4 façades. Vous voyez que dans les demandes de réponse communes, on a les sujets qui traitent du lien terre-mer. Typiquement, si on prend cet exemple-là, on a une demande de réponse commune pour le lien terre-mer et deux demandes de réponse pour la façade Méditerranée sur ce même sujet. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui sont complémentaires et voire qui sont spécifiques à la façade Méditerranée. De la même façon, la CPDP fait quelques recommandations, non pas sur le fond, non pas sur les projets ou la politique, mais sur la façon dont l'État devrait, optimiserait en associant ou en mettant en place des mesures pour poursuivre la concertation et l'échange avec le public. Et là aussi, on a des recommandations de la CNDP, donc qui sont faites au niveau commun des 4 façades, et puis on a des recommandations qui sont spécifiques à la CPDP Méditerranée. Et là, en fait, on a 27 demandes de réponse du public communes pour 20 demandes spécifiques à la façade Méditerranée, et on a 15 recommandations de la CPDP qui sont communes aux 4 façades et 13 recos qui sont spécifiques à la façade Méditerranée. Donc, on ne va pas évidemment rentrer dans le détail de toutes ces demandes de réponse ni les recommandations de la CPDP. On va prendre quelques exemples pour voir un petit peu comment ça s'articule, si on peut passer à la slide suivante. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. ça arrive. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, par exemple, sur la biodiversité, on a, je crois qu'Étienne l'a évoqué tout à l'heure, on a une demande au niveau national qui est de simplifier la catégorisation des AMP pour mieux les rendre lisibles et donc pour les rendre plus efficaces. Au niveau Méditerranée, on a des demandes plus précises, comme par exemple, l'État compte-t-il reconnaître systématiquement les cantonnements de pêche comme des aires marines protégées, pouvant inclure des zones de protection forte. Voilà, on a donc là un objectif aussi sur les 2% de zones de protection intégrale qui est spécifique à la Méditerranée. Slide suivante. Là, sur la localisation des parcs éoliens et de leur raccordement, on a une demande qui est au niveau national, qui est que la maîtrise d'ouvrage précise quel serait le coût et les conséquences économiques d'une exclusion de l'éolien en mer de la bande des 12 000 et de la bande des 20 000, ce qui répond à une des questions qui a été posée dans le chat tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement lorsque le public demande à ce que les éoliennes soient plus éloignées de la côte pour qu'elles soient moins impactantes, eh bien, qu'est-ce que ça coûterait, qu'est-ce que ça représenterait comme coût, puisque l'État répond systématiquement à cette proposition que
le prix, le coût du kilowattheure exploserait si on les éloignait de la côte. Donc, il est demandé de faire une étude du coût précis des conséquences économiques de cet éloignement. Slide suivante. On n'a pas de demande spécifique sur la Méditerranée sur ce sujet. Alors, sur l'énergie et l'éolien en mer, par contre, on a au niveau Méditerranée une demande de réponse de l'État, une demande à l'État de se positionner pour savoir s'il compte finaliser la spatialisation de la protection de la biodiversité, que ce soit des AMP ou des EPF, sur le golfe du Lion, avant de procéder à la planification de l'éolien sur cette zone, ce qui rejoint ce qu'expliquait Étienne tout à l'heure sur un des scénarios. Effectivement, priorité à la biodiversité ou à l'éolien. Slide suivante. Sur le tourisme, la croisière a été très, très évoquée en région Méditerranée et particulièrement en région PACA et Corse. Et donc, la recommandation de la CPDP, c'est que l'État fasse réaliser par un expert indépendant l'analyse du cycle de vie incluant le bilan carbone de l'activité de la croisière en Méditerranée occidentale, puisque tout le monde voit bien que c'est très impactant, mais ce serait quand même intéressant d'avoir un bilan chiffré et précis de cet impact. Et enfin, sur des recommandations sur la gouvernance, en dehors au niveau national, il est souvent demandé d'associer le public à l'élaboration de la réflexion, que ce soit sur les projets de parc ou sur les documents. En Méditerranée, spécifiquement, une demande de la CPDP, une recommandation plutôt de la CPDP, ce serait que l'État accompagne la mise en place d'un parlement international de la mer Méditerranée, incluant les pays du Sud, puisqu'on voit bien que ça ne suffirait pas de résoudre le problème du plastique, par exemple, uniquement au niveau de notre façade, mais que, bien évidemment, les pays du Sud doivent aussi travailler avec les pays du Nord, enfin la façade Nord-Méditerranée, pour résoudre ce problème, sinon ce ne sera jamais résolu. Voilà, je crois que c'est fini. En effet. Merci beaucoup Dominique pour la présentation de ces recommandations et demandes de précision. Encore une fois, vous l'avez compris, il y en a énormément qui sont disponibles bien sûr dans le document, dans le compte rendu et que vous pourrez retrouver en ligne. Le lien a été partagé. Je me tourne vers Anthony de l'équipe du débat public pour avoir un petit peu la synthèse des échanges du chat. Et puis on ouvrira, si vous le voulez bien, le dernier temps d'échange. Donc n'hésitez pas là aussi à lever la main. Anthony. Oui, bonjour à tous. Écoutez, sur ces avis et recommandations et demandes de réponse, il y a un avis et une question. Donc, la question, c'est de dire qu'on a parlé que beaucoup de l'éolien et très peu, par exemple, de la plaisance, un sujet à peine évoqué. Et un avis assez tranché, c'est sur le point de la sobriété. La personne est majeure et doit absolument être abordée préalablement à tout projet. Donc, en gros, c'est avant de réfléchir à comment gérer les ressources nécessaires pour notre énergie, il vaudrait mieux commencer à se remettre en question et être beaucoup plus raisonnable dans nos consommations d'énergie. Merci beaucoup, Anthony. J'ai bien vu les premières mains levées. Je me tourne vers Étienne aussi, peut-être pour préciser un peu les suites de ce qui va être fait concernant ces recommandations et demandes de précision et les prochaines étapes s'agissant des réponses de l'État. Merci beaucoup, Sophia. Et on répondra ensuite sur la question, effectivement, l'éolien ou pas l'éolien et la plaisance. Je pense que c'est vraiment un sujet très important. Mais là, je voulais simplement, effectivement, indiquer que ce que vient de vous présenter Dominique est très important puisqu'il s'agit, en fait, des choses ou des éléments auxquels nous demandons à l'État, et même nous exigeons de l'État qu'il réponde. Il doit nous répondre sur ces fameuses demandes de réponse aux observations et contributions du public. Donc, il a une obligation de le faire et il doit aussi dire ce qu'il fait de nos recommandations, nous, en tant que commission particulière. Donc, je vous invite simplement à peut-être à les relire. Là, c'était
quelques exemples, simplement des illustrations pour voir toute la variété en fait des recommandations et des demandes de réponse. Voilà, elles sont en ligne et simplement vous donner rendez-vous, on en reparlera tout à l'heure, mais le 26 septembre, puisque comme je le disais, c'est bien ça qui va se jouer le 26 septembre, c'est la façon dont l'État va réagir à l'ensemble de ces demandes et de ces recommandations. Merci Étienne. Est-ce que tu souhaites compléter sur le volet plaisance, etc. ou dès à présent? Oui, alors effectivement, c'est peut-être nécessaire de le faire, j'espère que ça va au niveau du micro. Oui. On t'entend parfaitement. Alors, sur la plaisance, monsieur qui parle de ce sujet, en réalité, la plaisance a été beaucoup débattue. En fait, le constat qui a été fait par toutes les personnes qui se sont exprimées, c'est que la plaisance avait explosé d'une certaine façon. Et qu'il y avait beaucoup de monde en mer, et beaucoup de monde en mer qui ne maîtrise pas forcément toutes les questions, notamment les questions d'impact environnemental ou de comportement, ou simplement la réglementation. Donc oui, nous avons vraiment beaucoup évoqué ce sujet. Nous avons consacré des réunions spécifiques, des ateliers à la plaisance et notamment à la gestion des ports de plaisance, mais aussi à la navigation. Et ce que je vais juste partager là en quelques mots, hein, c'est de considérer que, enfin, ce qu'on a entendu, on avait qui en face de nous? On avait des usagers de la plaisance, des plaisanciers, des représentants d'associations, des gestionnaires de ports, des associations environnementales, il y avait la diversité des personnes. Et en fait, on a entendu énormément de propositions, qui étaient des propositions de régulation et d'interdiction, mais surtout de régulation très fortes. La demande, par exemple, de se débarrasser des bateaux ventouses, la demande d'interdire les BNB, enfin la transformation des bateaux en logements meublés saisonniers. La demande à ce que, en fait, lorsqu'on a une carence du propriétaire, on puisse intervenir très vite, à ce que le préfet maritime puisse, quelque part, envoyer le bateau à la casse beaucoup plus rapidement que ce n'est le cas aujourd'hui. Voilà, on a été surpris nous-mêmes d'entendre des plaisanciers demander et dire qu'il y avait un autre modèle pour la plaisance. Ça va jusqu'à la gestion du port, la question du nettoyage, par exemple, des bateaux, avec toutes les logiques d'amélioration des dispositifs, type voilà, laver les bateaux à l'eau de mer, ce genre de choses. Enfin, voilà. Donc, la demande de ces acteurs-là de rompre avec une plaisance très consommatrice de ressources, que ce soit en eau, en peinture anti-fouling, en espace sur la mer, etc., etc., et une demande de changer le système. Et donc, la plaisance, pour nous en tout cas, illustre très bien ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'urgence à changer de modèle dans les activités touristiques. Merci Étienne. Il y a effectivement des personnes qui réagissent dans le chat sur ces sujets-là pour rappeler un petit peu les impacts qu'ont selon eux les bateaux de croisière sur les activités portuaires, etc. Dans le même sens, des arguments qui ont largement été partagés déjà dans le cadre du débat. Il nous reste quelques minutes. Je vous propose de prendre quelques mains levées s'il y en a. Encore une fois, j'appelle les dames à se manifester si elles le souhaitent. On ne les a pas beaucoup entendues ce soir, donc n'hésitez pas. Je crois qu'il y a une demande de prise de parole de Gilles. Peut-être Oui, que mais les demandes de M. Ballon ont répondu, j'imagine. Allez-y. Pour rien vous cacher, je suis un petit peu déçu de ce qui s'est, enfin, du contenu du webinaire. C'est vrai que je développe enfin, moi je suis là pour la plaisance, pour une plaisance effectivement raisonnée, respectueuse de l'environnement, pour sauvegarder la Méditerranée. Donc ça, je partage le point de vue de tout le monde. Et malheureusement, on n'a parlé que de l'éolien pendant 7h30. On n'a absolument pas parlé des comportements, des possibilités qu'on avait de changer nos comportements. Je trouve regrettable qu'on ne s'appuie pas plus sur le secteur associatif, parce que quoi qu'on fasse, tant que les mentalités ne seront pas changées, on aura beau mettre toutes les interdictions qu'on voudra, faire toutes les réglementations, on aura toujours les gens qui pourront échapper à ces surveillances et à ces interdictions et à détruire l'environnement. Je pense que les pratiquants, les plaisanciers comme les professionnels sont les premiers qui respectent le terrain de jeu sur lequel ils évoluent. Mais encore faut-il sensibiliser les gens là. Et dans tous les débats qu'on a, à chaque fois, on a l'impression qu'on nous dit oui, ben, effectivement, mais on n'a jamais de réponse à nos remarques. Et surtout, c'est jamais suivi d'effets et de faits réels, que ce soit avec la préfecture. On a beaucoup débattu pendant 2 ans avec le préfet et bon,
aucun retour. Et là, j'ai l'impression que dans les débats publics qui ont été menés, ben c'est ça, vous prenez en compte les choses, mais il n'y a rien qui remonte à l'État et surtout l'État n'en tient absolument pas compte. Et c'est exactement ce qu'on ressent à l'occasion du webinaire d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vous fait des remarques, mais vous répondez par ailleurs, et puis on a parlé que de l'éolien. Alors qu'on a vraiment tous la même motivation, je pense, de conserver. Mais il faut changer nos mentalités. Ça va à la diminution des consommations, effectivement, et modifier nos comportements. Mais pour ça, il y a des actions à faire. Merci. Je vais vous inviter à conclure. Merci beaucoup. Je pense qu'on a quand même pas mal traité les autres questions. Je vais laisser volontiers Étienne réagir et puis rappeler qu'encore une fois, le compte-rendu reprend l'ensemble des arguments évoqués et qu'il a la vocation ce soir à présenter vraiment les enseignements de plusieurs mois de débat sur le territoire et de ce qui a été entendu par l'équipe du débat. Mais Étienne, je te laisse volontiers. Oui, je pense que c'est important de dire d'abord que je partage tout à fait, enfin, je comprends en tout cas tout à fait la frustration de monsieur, parce que si vous vouliez avoir des réponses ce soir, et je suis d'accord avec vous, ben non, c'était pas ça, je l'ai dit en début de webinaire, et donc je vous présente non pas nos excuses, mais plutôt nos explications, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de réponse ce soir, et vous demandez des réponses de l'État, vous avez raison de le faire, et c'est justement ce que ce webinaire doit permettre, c'est-à-dire que vous avez au moins, à travers ce webinaire et à travers les comptes rendus, des choses concrètes auxquelles l'État va devoir répondre. Et par contre, c'est pas maintenant, c'est le 26 septembre. J'en suis désolé. Je vais prendre 3 exemples de choses très concrètes qui sont dans le compte rendu et auxquelles l'État doit répondre. Première des choses, permis pêche de loisirs. Bon, je pense que ça, c'était déjà une question très mûre quand le débat a commencé. Et de toute évidence, il y a un consensus pour que la pêche de loisirs soit soumise à permis aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui est vraiment sorti dans le débat public. Deuxième élément, modification du nombre de prises par la pêche de loisirs. Alors, vous allez me dire, mais aujourd'hui, il y a la loi, elle prévoit déjà que les pêcheurs de loisirs peuvent prendre ce qui est nécessaire pour leur consommation familiale. Ben, dans le débat public, il y a des propositions très claires de la part d'un certain nombre d'acteurs, y compris de la pêche de loisirs, qui disent qu'il faut changer ça. Là, vous avez sur la table de l'État, et c'est sur la table de l'État, il y a cette proposition, elle est très simple, elle est très claire. On change la loi. Est-ce que vous êtes prêt à changer la loi pour qu'effectivement, on puisse limiter les prises par la pêche de loisirs de façon quantitative, claire et nette, et non pas rester dans ce flou qui est, finalement, prenez ce que vous voulez tant que c'est pour votre famille. Donc, comme on le sait, en Méditerranée, on a des très grandes familles en général. Et pour terminer, un troisième point, c'est la question du volet environnement du permis bateau. Alors, c'est pas tous les plaisanciers, c'est vrai, c'est seulement une partie. Mais c'est important de l'entendre aujourd'hui. Il y a aussi un consensus à la fin du débat public. Ça aussi, c'est sur la table de l'État, et l'État devra y répondre. Est-ce que, à l'avenir, pour avoir son permis bateau, il va falloir passer une épreuve, avoir des contenus, des formations, des éléments sur lesquels on sera évalué concernant l'écologie de la mer et concrètement la biodiversité et le bon état écologique de la mer. Voilà. Des choses très concrètes, monsieur, qui sont dans le débat public, qui en sortent. Nous n'avons fait que accoucher ces choses-là. Maintenant, c'est à l'État. Et tout ce qu'on peut vous garantir, c'est que oui, c'est sur la table de l'État. Donc, on vous demande un tout petit peu de patience. Je pense que vous avez déjà beaucoup attendu sur certaines choses, telles que vous le dites. Je comprends que vous êtes un peu agacé de ne pas avoir de réponse. Malheureusement, je n'ai pas la solution. En revanche, ce que je sais, c'est que le 26 septembre, vous aurez des réponses sur ces points-là. Merci Étienne. Et peut-être il n'y a pas de main levée, mais je relais une réaction sur le chat sur la question de la gouvernance, qui était le dernier point abordé dans la diapo. Est-ce que y a-t-il eu des réactions particulières de l'équipe du débat concernant les propositions de statut juridique sur la gouvernance de la Méditerranée? Je ne sais pas si ça a été versé aux enseignements en général, etc. Mais en tout cas, la question a été posée à l'instant dans le chat avant de Alors, excellente question, ce qui ouvre beaucoup de sujets, donc je vais faire très court. Première chose, dans tout le débat, dans toutes les façades, la question de qui parle au nom de la mer a été posée. La question de la personnalité juridique éventuelle à donner à la mer. Donc, il s'agit bien d'ailleurs d'une proposition du public et d'une question. Comment est-ce qu'on envisage, parce que c'est déjà en train de se faire dans d'autres cas, que la mer soit dotée d'une personnalité juridique. Deuxième élément, la dimension internationale de cette gouvernance à l'échelle de la Méditerranée, vous venez d'en parler, ça passe par la recommandation qui a tout à l'heure été évoquée par la proposition évoquée par Dominique sur la création d'un parlement de la mer à l'échelon international. Ça a été demandé dans beaucoup de réunions. Et le deuxième point, pour être très concret aussi, la question de l'Espagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat a montré une chose assez simple. Avec l'Italie, on a
beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions. Parfois, elles peuvent être conflictuelles. Je pense notamment au sud de la Corse, par exemple, où c'est pas simple. Mais globalement, notamment Monaco, Côte d'Azur, on a énormément déjà de coopération à travers Pelagos, à travers Ramoge, à travers des accords internationaux avec l'Italie. Avec l'Espagne, pas grand-chose. S'il y a bien une question aujourd'hui qui est là très clairement à l'issue des républiques sur la gouvernance à l'échelle internationale de la Méditerranée, c'est ça. Comment est-ce qu'on pourrait, notamment au travers de cette zone contestée, mais justement en dépassant cette question de la contestation, comment est-ce qu'on pourrait mettre avec l'Espagne en œuvre des modalités de coopération et de collaboration beaucoup plus fortes qui aujourd'hui n'existent pas ou très peu sur l'ouest de la façade et qui existent sur la partie orientale. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'était vraiment sur l'échelle méditerranéenne, c'est un sujet qui est fortement développé. Merci Étienne. Alors, il n'y a pas d'autres mains levées et on avait annoncé une fin autour de 19h30. Donc, s'il n'y a pas d'autres mains levées, Étienne, je vais te laisser peut-être le mot de la fin pour ce webinaire et puis peut-être un mot encore une fois sur les suites. Bon, mais j'ai beaucoup parlé, alors je suis désolé de vous imposer encore une prise de parole, ce sera la dernière. Je voulais vraiment vous remercier. Ça a été dit tout à l'heure par Michel Gabou. Ce débat a rencontré un public à la fois varié et extrêmement nombreux partout. Alors, on a mis des modalités en place qui étaient variées. Tous les sujets ont été évoqués. Je le redis et je regrette que l'éolien vous ait paru prendre beaucoup de place, mais c'est aussi un sujet important qui anime beaucoup de personnes. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, mais en Corse, je comprends pas. On a parlé d'éolien alors que la Corse n'était pas concernée par l'éolien. Oui, on a parlé de l'éolien parce que le public qui était présent a voulu parler d'éolien. Nous, on voulait pas. On pensait qu'on n'en parlerait pas. Et effectivement, les gens ont posé des questions et des questions et des questions sur l'éolien. Donc, il faut entendre que l'éolien, ça questionne. Voilà. Mais non, ça n'a pas été le sujet dominant du débat public. Et au contraire, ce débat en Méditerranée a montré que finalement, l'ensemble des activités devaient être tenues ensemble et travailler ensemble. Je crois que c'est une des grandes leçons de ce débat public. Je voulais vous remercier aussi. Un débat public, c'est long, c'est 5 mois. Vous avez tous contribué à plusieurs reprises. Je pense à tout le monde, aux acteurs socio-économiques, aux acteurs environnementaux, aux simples citoyens qui peut-être qui ont vu de la lumière et sont rentrés, puis tout d'un coup se sont retrouvés aspirés par la dynamique du débat pour finir par partir à Paris dans le cadre de la mer en 3D. Donc, il y a vraiment eu des échanges à tous les niveaux. Et ça, c'est un point important. Quand on dit tout à l'heure, la mer, c'est l'affaire de tous, c'est pas juste un slogan ou un discours, c'est véritablement ce qui s'est passé dans ce débat. C'est-à-dire qu'on a véritablement, au-delà des seuls marins, eh bien, les terriens aussi se sont intéressés à la mer et ils estiment aussi que ça fait partie de leur responsabilité que de s'y intéresser. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Je voulais bien entendu répondre un peu à nouveau à cette frustration, mais j'espère qu'il n'en sera pas une. On vous donne rendez-vous le 26 septembre, ou en tout cas autour du mois de septembre. L'État va donner sa réponse à l'ensemble des propositions et des recommandations. C'est un point important. On va savoir du coup quelles orientations prend l'État en matière de planification maritime et on le saura à ce moment-là. D'ici là, nous allons parler aux membres du Conseil maritime de façade qui vont contribuer à ces orientations. Et donc, fin septembre, l'État sera en mesure de répondre. Ce soir, on n'a pas souhaité donner la parole à l'État parce que ce n'est pas, il aurait pu la demander pour des précisions, mais ce n'est pas ce moment-là. Donc, ce moment, il aura lieu fin septembre et c'est normal au vu de la richesse du débat public. Il est vraiment normal de laisser à l'État un peu de temps pour travailler, digérer et nous répondre, je dis bien nous répondre à tous, tout le public, l'équipe du débat, tous ceux qui se sont exprimés, de ce qu'il fait de ces propositions. C'est un exercice démocratique. La CNDP, on n'a pas le pouvoir d'imposer à l'État les choses, on a le pouvoir simplement de lui faire entendre vos arguments, vos propositions et vos contributions, et de l'obliger à y répondre. Voilà, c'est ça qui va se passer maintenant. Au mois de septembre, nous aurons cette réponse. Et nous, CNDP, après ça, nous aurons, dans le mois qui suivra, nous donnerons un avis sur la qualité de la réponse de l'État. Est-ce qu'il a bien tenu compte? Est-ce qu'il a bien entendu? Est-ce qu'il a bien répondu à l'ensemble des questions et propositions du public? Voilà les mois qui nous attendent, donc c'est pas terminé. Le DSF, lui, sera seulement acté en début d'année prochaine, donc il reste encore plusieurs mois. J'espère que vous serez présents aux différents rendez-vous pour suivre les choses et continuer à vous exprimer sur des sujets qui sont aussi majeurs et existentiels pour nos territoires de nos 3 régions. Un grand merci à nouveau à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée estivale et on se retrouve donc au mois de septembre pour les suites et la réponse de l'État.